Bon, on va reprendre la table ronde. Donc à distance, écoutez, on accueille donc nos deux intervenants qui vont intervenir avec une première partie magistrale pour Sébastien Romégous, donc le président de Biosphère, qui est une structure d'accompagnement à l'agriculture régénératrice. Et après, on accueillera Monsieur Coquet, pardon, Choquet, excusez-moi, de chez Cargill, qui nous présentera comment l'entreprise Cargill déploie l'agriculture régénératrice avec ses partenaires, notamment coopératives et les agriculteurs. Et après, on fera une petite table ronde pour échanger sur comment construire un cahier des charges et accompagner les agriculteurs dans le développement de la démarche. Sébastien, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. C'est toujours très agréable et je suis d'autant plus heureux d'être parmi vous que j'ai commencé à parler de ces sujets il y a plus de 10 ans. Et il y a 10 ans, les quelques personnes qui en parlaient étaient un peu pris à partie pour des fous. Et aujourd'hui, je suis très heureux de voir que cette thématique rentre dans les mœurs. Maintenant, il faut faire attention, comme toute tendance, elle peut se transformer en bulle. Et l'agroécologie, sous sa forme idéologique un peu extrémiste, est aussi dangereuse qu'une forme de non-intérêt vis-à-vis de l'environnement en agriculture. Donc, ce que j'ai voulu faire, moi, avec Biosphère, c'est de monter une entreprise capable de pouvoir adresser la dimension environnementale de l'agriculture, puisque l'agriculture a un impact sur la biosphère, puisque forcément, quand on occupe 50% de l'écosystème terrestre, en termes de surface, grosso modo, ça dépend des pays, forcément, on a un impact sur le cycle de l'eau, sur le cycle du carbone, sur la disparité des organismes vivants, plus ou moins gros, qui se baladent sur cette croûte terrestre, mais le faire de façon pragmatique. Moi, je viens d'une exploitation agricole. J'ai pratiqué moi-même durant 3 ans, donc j'ai mes milliers d'heures de tracteur, je sais comment ça marche. Je ne suis pas en train de théoriser l'agriculture en ayant regardé force reportage, mais je suis, on va dire, un praticien qui essaye de quand même se rendre compte de comment peut-on respecter profondément les cycles du vivant tout en permettant à une économie et à des humains d'avoir du confort et de pouvoir faire fonctionner leur civilisation. Donc on avance, on peut y aller. Comment je fais pour faire passer? C'est ici, c'est ça? Ça marche, super. Alors, alors je vois qu'il y a pas mal de choses floues. Bon, c'est un peu flou, bon, c'est pas grave. Donc, en gros, donc Biosphère, juste pour vous présenter un peu ce qu'on fait, ça me permet d'introduire notre activité et ça vous permettra de comprendre ce que je vais vous présenter par la suite. Donc, on a une activité donc de conseil et d'expertise qui est portée par Biosphère, qui est la holding, et après on a des marques ou des filiales. Donc, Biosphère travaille principalement pour des grands groupes de l'agroalimentaire et du luxe pour transformer leur filière. En collaboration ou pas avec des coopératives et des négoces, selon la structure de la filière. Des fois, ils ont des agriculteurs en direct ou ils ont même des sites de production. Par exemple, quand on travaille avec Pernod Ricard sur leur schéma viticole, ils ont eux-mêmes des exploitations viticoles de plusieurs centaines d'hectares. Donc là, on est en direct. Quand on travaille pour Mars en Pologne, eh bien, on va travailler avec une interface de type négoce ou coopérative pour pouvoir aller vers les agriculteurs. Et donc, on s'interface avec la coopérative selon ses forces et ses faiblesses. Est-ce qu'elle a les techniciens pour aller accompagner sur ces sujets ou pas? Est-ce qu'il faut former les techniciens? Est-ce qu'il faut que nous, on aille sur le terrain accompagner directement les agriculteurs? Et ces questions-là se posent de façon très, on va dire, au cas par cas. On a un centre de formation, on fait à peu près 1200 opérateurs par an, techniciens et agriculteurs. Et les techniciens, c'est en très forte montée. Parce que les coopératives ont compris que si elles voulaient prendre en main la transition de leur filière, elles ne pouvaient pas que reposer sur des acteurs tels que nous et qu'elles devaient internaliser. Donc, on accompagne les coopératives et négoces dans l'internalisation de ces compétences vis-à-vis de l'agroécologie, les sols, etc. On a une solution informatique de suivi filière où on peut absorber un certain nombre de paramètres de suivi filière comme ceux qui vont peut-être vous être présentés tout à l'heure par Cargill. On est assez agnostique. On n'a pas fait notre standard Biosphère. Par contre, on peut absorber des standards portés par des ONG ou portés par des organisations pour pouvoir faire le suivi des filières.
On a un laboratoire de microbiologie des sols qui est dédié à la compréhension du microbiote des sols, ce qui est quand même quelque chose de très important. Si on veut réduire les engrais, on ne peut pas les réduire comme ça en se disant je vais perdre 30% de rendement, ça va bien se passer. Si je réduis les engrais en voulant garder mon même rendement, c'est quand j'optimise le fonctionnement biologique de mon sol, et ça a des limites, mais des forces aussi. Et on a un centre de développement et de valorisation de l'agroécologie qui s'appelle le Centre de développement de l'agroécologie, qui est la première entité que j'ai créée il y a 10 ans. Voilà, Biosphère a été créé en 2020 parce qu'on avait énormément de demandes de grands comptes et on a dû structurer une autre entité. Voilà. Donc on est 45 collaborateurs avec des bureaux en France, en Espagne et en Pologne. On travaille dans une vingtaine de pays. Voilà. Et donc avec toute la chaîne de valeur, c'est ce que je vous exprimais aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant de s'intéresser à l'agroécologie ou à l'agriculture régénératrice, c'est qu'aujourd'hui, ça couvre toute la chaîne de valeur. Et c'est une tendance qui est très forte, dans laquelle va s'insérer, je pense, le marché standard d'ici quelques années. Donc, on est encore dans de la niche, mais je pense que ça va devenir des demandes communes du marché d'ici 7-8 ans. Donc, la question fondamentale qu'on m'a posée aujourd'hui, c'est quels sont les principes de l'agroécologie, de l'agriculture régénératrice, comment ça s'insère dans les chaînes de valeur. Et donc, juste en guise d'introduction, on a des concepts et des cahiers des charges aujourd'hui. J'ai mis AgriConfiance aussi. Ça, c'est pour pouvoir parler aux consommateurs ou en B2B à des clients. Derrière ces cahiers des charges qui sont portés avec des fichiers Excel, des procédures d'audit, etc., et des règles et des contrats, on a la réalité qui est un fonctionnement. Je veux dire, la réalité, on ne peut pas avoir d'opinion dessus. Moi, quand on me dit l'agriculture de conservation, j'y crois pas, ça me fait toujours marrer. Ce n'est pas une question de croire ou de pas croire. C'est si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Donc, la question fondamentale, c'est comme me dire, oui, la biologie des sols, j'y crois pas. Ça n'est pas du domaine de la croyance, c'est le domaine du fonctionnement. Et donc, pour moi, ce que je pense intéressant, c'est comment on relie au maximum des cahiers des charges et des standards avec la réalité pour éviter d'être dans une société trop de l'opinion. Je peux dire que mon agriculture est géniale. Par exemple, je peux être en HVE3, mais si dans ma parcelle viticole, j'ai les sols qui partent en bas de pincelle tous les ans parce que je n'ai pas un critère de couverture des sols, ben en fait, je suis en HVE niveau 3 qui est le top du top reconnu par l'État, mais derrière, j'ai quand même de l'érosion massive dans mes parcelles viticoles. Donc, est-ce que je suis en lien avec la réalité en disant que je suis dans une agriculture vraiment durable avec un HVE niveau 3 alors que je fais de l'érosion? Sans doute pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, mais ça veut dire que derrière, les critères qu'on utilise doivent être alignés par rapport au fonctionnement de la biosphère et de ce que nous, on vise. Et donc, vous l'aurez compris, si j'ai appelé l'entreprise Biosphère, c'est parce que je pense qu'effectivement, la biosphère, ça se gère comme une maison. On est 10 milliards. On utilise 100% des surfaces de la planète, j'exagère, mais en tous les cas, peut-être 60-50% des surfaces de la planète. Il faut qu'on gère ça en conscience. Donc, on a des objectifs en termes de management de cette biosphère. Donc, comment se mettre en cohérence par rapport aux demandes des acheteurs qui vont être pressantes et qui, d'ailleurs, les comptes clés dans les coopératives, etc., sont des grandes entreprises qui sont réglementées et l'année prochaine, elles doivent mesurer l'impact de leurs activités sur l'environnement. Et donc, ça va dépasser même le simple cadre du carbone. Évidemment, le scope 3 et le carbone est important, mais on va avoir également tout un tas de choses comme la biodiversité, l'eau, même les sols. Et donc, ces critères-là vont être de plus en plus des choses qu'on va vous demander. Et donc, comment aussi, en tant qu'acteur terrain, parce qu'une coopérative est proche du terrain, elle est garante du terrain et négocie aussi de ses clients, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas demander tout et n'importe quoi, il y a une rythmique de changement. Et donc, c'est ça qu'il faut, on va dire, lier une demande de consommateur, une demande d'entreprise qui vend à ses consommateurs et des contraintes terrain portées par des coopératives, des négoces et en bout de chaîne des agriculteurs. Donc, les principes de l'agroécologie, si je peux introduire ça, c'est d'abord par voilà, une simple image. Ici, vous avez 2 parcelles séparées par un simple chemin. Je montre très souvent cette image-là. On a, qu'est-ce que vous voyez déjà comme grande différence, si je vous questionne? C'est 2 parcelles côte à côte. Hein. Il est tombé la même quantité d'eau sur ces 2 parcelles. Et donc, les photos sont prises le même jour sur un plan large et un plan rapproché. Qu'est-ce que vous voyez comme grande différence? Moi, j'avais l'impression qu'à gauche, c'était l'hiver, à droite, le printemps. Mais Et vous avez précisé. c'est très intéressant déjà ça comme remarque. Je ne l'ai jamais eu, mais elle est intéressante. Très bien. Donc, est-ce que vous voyez d'autres grandes différences? On ne va pas regarder la croissance de la culture. Hein. Celui qui est à gauche, il a peut-être planté avec 2-3 semaines de retard. Donc, c'est pour ça, bon, voilà, on ne va pas se dire ça pousse mieux d'un côté que de l'autre. L'état du sol en tant que tel. Qu'est-ce que vous voyez comme grande différence? Voilà. Mais est-ce que finalement la nature du sol n'est pas la même? On est côte à côte. Hein. Les 2 photos sont à 15 mètres de distance. Hein. On a juste passé un chemin. Donc, l'hydromorphie
que vous mettez en lumière, est-ce qu'elle ne devrait pas arriver également dans le sol que l'on voit de l'autre côté? C'est la même nature de sol. La texture va être la même. C'est des sols limoneux-francs, sensibles à la battance, sensibles à la compaction. Oui, mais on voit bien que c'est moins battu sur une partie. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et vous voyez, quand souvent j'entends des gens dire que l'agriculture n'a pas forcément... Enfin, quand on a fait juste quelques économies d'intrants et on fait quelques efforts, ça suffit. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a un cas où il y a une agriculture qui arrive à infiltrer de l'eau correctement, parce qu'on parle de l'eau, mais l'eau, elle s'infiltre là où elle tombe. Si elle ruisselle, elle part dans les rivières, et après elle part dans les océans, c'est pas très intéressant. Et donc là, on voit qu'on a un sol avec une très bonne capacité d'infiltration. Les 50 mm de la veille ont été très bien absorbés. Et dans l'autre cas, on a de l'eau en bas de parcelle, et l'eau s'infiltre mal, et on a même voilà, ce sol qui se compacte en surface et qui limite l'infiltration. Pourtant, qu'est-ce que c'est qui va différencier ces deux parcelles? Ce sont les pratiques agricoles récurrentes depuis finalement les 30 dernières années, mais on va dire que celui qui a la parcelle qui fonctionne le mieux, ça fait que 7 ans qu'il a changé ses pratiques. Bon, je vous le donne en mille. Hein. Aujourd'hui, il fait de l'agriculture de conservation. Il ne travaille pas ses sols. Il met beaucoup de couverts végétaux. Il utilise quelque chose qui est très très mal et qui peut vous amener en enfer, qui s'appelle le glyphosate. Mais pourtant, son sol fonctionne. Vous voyez? Et donc, son sol fonctionne après 7 années d'efforts dans un certain sens, et pourtant, on n'a pas de porosité mécanique. C'est-à-dire qu'on a 50% de charge de mécanisation en moins là où le sol infiltre mieux l'eau. On a des économies de gasoil qui sont très conséquentes, jusqu'à 60% sur l'itinéraire technique d'implantation. On a à peu près 1h45, 2 heures de temps de travail en moins. Donc, on a gagné du temps, on a gagné de l'argent, on a gagné de l'usure d'outils, on a moins consommé de GES, et pourtant, ça infiltre mieux. Alors qu'à côté, on a fait beaucoup d'efforts pour fabriquer de la porosité mécanique avec un labour exploitatif, etc., qui est traditionnel. Mais en fait, qu'est-ce qu'a fait l'agriculteur à droite? Il a laissé agir le potentiel biologique de son sol et il l'a construit. Donc, ce n'est pas du tout la même stratégie. Donc, quand on me dit quelle est la base de l'agriculture régénératrice, ce n'est pas nous qui régénérons. C'est qu'on laisse advenir des processus naturels dans la parcelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas des actions qui viennent casser ces processus. Est-ce que le travail de sol est mal ou bien? La question, fondamentalement, pour moi, elle n'est pas là. Le travail de sol peut être mal ou bien, ça dépend aussi de la gestion des matières organiques derrière. Est-ce que les systèmes les plus rentables sont les systèmes où on arrête le travail de sol et on passe avec des couverts végétaux et du semis direct? Oui, en céréales. C'est peut-être pas vrai dans d'autres typologies de cultures, comme les légumes plein champ, etc., qui sont plus complexes. Mais malgré tout, on a des systèmes qui viennent être on va dire en relative harmonie avec les cycles naturels. On le voit ici. Le cycle de l'eau va mieux. On a 1,5 tonne, 2 tonnes de lombric à l'hectare dans le sol qui fonctionne bien, alors qu'on a 200, 300 kg dans celui qui ne fonctionne pas. Donc, on a multiplié par 10 la quantité d'êtres vivants dans un milieu par rapport à l'autre. Donc, le cycle de la biodiversité est mieux respecté. Et donc, le cycle du carbone. Parce que si j'ai de la biodiversité, elle a mangé des résidus végétaux produits par les couverts. On a un meilleur taux de matière organique en sortie. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant. Donc, la question fondamentale de l'agriculture régénératrice, c'est dans quelle mesure les itinéraires techniques contrecarrent des cycles naturels ou pas. Et vous ne pouvez pas avoir d'opinion sur les cycles naturels. Vous ne pouvez pas dire, moi je ne suis pas d'accord, le lombric, ce n'est pas vrai, il ne mange pas des résidus de culture, donc je vais avoir du lombric alors que je ne mets pas de matière organique fraîche dans mon champ. C'est complètement idiot comme raisonnement. Si vous voulez du lombric et de la vie, il faut lui donner à manger. Et donc, on alimente un certain nombre de processus. Et ça ne veut pas dire que voilà, l'agriculture finalement n'a plus, pour moi aujourd'hui, et ça peut être une erreur, hein, on peut ne pas être d'accord là-dessus, mais pour moi l'agriculture c'est produire à manger, ça c'est une certitude, mais c'est aussi entretenir les cycles naturels sur site. Alors là, vous avez d'autres photos et des exemples qui vont permettre de comprendre mon cheminement de pensée et puis finalement, c'est relater comment voilà, j'ai évolué aussi personnellement, hein, parce que autant vous dire que mon grand-père était un pionnier de l'agriculture, la monoculture de tomates hors sol. Vous imaginez d'où je pars. Vous voyez. Donc, je pars de la monoculture de tomates hors sol et je me retrouve devant vous à parler notamment des sols, qui est une des bases de l'agriculture régénératrice. Donc, moi aussi, il a fallu qu'intellectuellement et pratiquement, je fasse une évolution. Donc là, vous avez 3 photos, elles sont côte à côte. Vous avez un bord de champ, vous avez une prairie temporaire en rotation avec du maïs, c'est un éleveur bio qui est là, et une parcelle sans couverture, c'est prise au printemps et qui va accueillir un maïs. Si je fais un trou dans ce sol-là et que j'extrais des bêchers, donc on fait souvent des tests bêches, on s'aperçoit que le bord de champ est beaucoup plus noir,
Alors que la prairie temporaire, la parcelle sans couverture, on voit bien que le sol est beaucoup plus blanc. Et c'est pas parce que j'ai mis 18 mois de régras que j'ai régénéré mon sol. Et donc derrière l'agriculture régénératrice, il faut se poser la question de quelle est l'intensité d'effort que je dois faire, ou en tous les cas, l'intensité de mise en place de ces équilibres biologiques ou autres que je dois mettre en place sur ma parcelle. En fait, la question, c'est le système de culture qui compte. Ce n'est pas simplement l'itinéraire technique d'une culture. Parce que la prairie temporaire n'est pas suffisante pour régénérer un système de culture qui, au global, fonctionne mal et produit, par exemple, ben voilà, un sol qui est moins riche en matière organique, qui est mal structuré, c'est-à-dire qu'on a de la porosité mécanique, mais une recompaction, on est sur des limons francs, très instables. Je fais exprès de ne pas vous prendre des super sols argilo-limono-sableux à 3% de matière organique, alluvionnaire, fabuleux. Hein. Forcément qu'il y a un effet tampon de ces milieux-là. Là, on est sur des milieux, si on les gère mal, de suite, on paye la note. Et là, l'agriculteur paye la note avec beaucoup de compaction. On est pourtant chez un agriculteur biologique, donc j'ai fait exprès de prendre cet exemple-là aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'on est bio qu'on est forcément meilleur. Ça ne veut pas dire que quand on est conventionnel, on est forcément mauvais. C'est un équilibre global qu'on arrive à mettre en place sur le système. Et donc, le bord de champ, vous allez dire pourquoi il prend un bord de champ, mais parce que le bord de champ, c'est peut-être finalement l'objectif. Est-ce que je peux avoir la qualité d'un sol sur lequel je ne passe pas de roue de tracteur, sur lequel je n'extrais pas des biens agricoles? Est-ce que je peux avoir ça dans la parcelle? Et c'est un peu l'aventure pour moi de l'agriculture régénératrice. Est-ce qu'il est possible d'avoir cette belle porosité biologique, ce taux de matière organique, cette activité biologique que j'ai dans le bord de champ, qui est une sorte de prairie extensive? Est-ce que je peux avoir ça dans le champ? Et donc ça, c'est une aventure dans laquelle moi j'ai essayé de me lancer. Aussi parce que, par exemple, là vous avez un autre exemple de la comparaison entre une bordure de champ avec une analyse de sol et une parcelle, donc deux analyses. On voit que la parcelle, on a 2 fois moins de matière organique, on a moins de porosité et d'espace vide, on a une rétention de l'eau qui est moins bonne, une réserve utile qui est amputée de 20 mm à l'hectare, et on a moins de frigo de nutriments pour la culture. Et je me suis toujours questionné en me disant, ben effectivement, le bord de champ il est plus riche parce que j'extrais pas de culture. Mais est-ce que c'est un bon positionnement? Parce que est-ce que je suis satisfait, moi, en tant qu'agronome, d'un sol qui se stabilise à 1,7, 1,5% de matière organique et avec ses paramètres agronomiques? Pas forcément. Donc, il y a aussi une valeur patrimoniale pour l'agriculteur à essayer de tendre vers la qualité finalement basale de son sol et de son climat, qui est plutôt ce qu'on voit dans la bordure, 3% de matière organique et des paramètres d'aération du sol qui sont optimaux et des paramètres de frigo du sol et de stockage de l'eau qui sont meilleurs. Donc, pour pouvoir continuer à explorer cette question, est-ce qu'il est possible d'avoir une qualité de sol aussi importante, une qualité d'écosystème sol aussi sympa dans ma parcelle que dans le bord de champ plutôt extensif? Là, vous avez un exemple d'une parcelle en première année de conversion en semi-direct sur une orge. Vous voyez le couvert précédent avec tous les résidus. Les résidus sont en paquets. Sous chacun de ces paquets, vous avez une galerie de lombric dit anécique qui fait des allers-retours dans le sol et qui permet d'enfouir les pailles, mais aussi d'enrichir le sol en matière organique sur une grande profondeur. Et en fait, ce sol-là a été travaillé jusqu'alors. Et donc souvent, on fait le lien en se disant mon sol ne fonctionne pas si je le travaille. Bah oui et non, ce sol-là a été travaillé et pourtant il est riche en lombric. On est sur un argilo-calcaire, voilà, dans le nord-est de la France, et ce sol fonctionne. Quand on vient extraire une bêchée de ce sol, il se délite très bien, il a une très belle structure, et on voit que chacun des agrégats et des mottes sont perforés de trous de lombric. Pourquoi ce sol fonctionne? Parce que l'agriculteur, c'était un des seuls de la zone. Hein. On avait 10 agriculteurs dans le groupe, vous ne trouviez pas ça chez les autres. Mais chez lui, le grand-père disait la matière organique c'est important, donc il mettait beaucoup de fumier dans les champs alors qu'ils n'étaient pas éleveurs et il mettait des couverts végétaux. Donc le père, culturellement, c'était important pour lui et le fils, culturellement, c'était important pour lui. Donc il n'y a pas eu de rupture dans le bilan humique de la parcelle. Et donc moi j'aboutis, j'arrive là et je dis mais votre sol il est parfait, vous pouvez passer en semi-direct dès l'année prochaine. Et il a fait 15 000, 16 000 euros d'économie dès la première année avec 0 perte de rendement sur ses 100 hectares de céréales. Pourquoi? Parce que le sol était prêt. Le sol était prêt à ne plus être travaillé parce qu'il y avait tellement d'activités lombriciennes que la porosité était là, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Une machine n'aurait pas fait mieux que la quantité de lombric qu'il y avait dans le champ. Et donc, la question de l'agriculture régénératrice, ce n'est pas d'être dans des postures idéologiques, travail de sol, pas travail de sol, c'est
Est-ce que je peux faire des économies de charges d'intrants, mécanisation, engrais, phyto, parce que j'ai un milieu qui fonctionne mieux et parce que je lui permets de s'exprimer. Et donc, finalement, là, vous avez un autre sol, voilà, en semi-direct depuis une dizaine d'années. Je prends une petite botte dans ma main, là, il y a 3 lombrics dedans, dont un ver de terre anécique. Et là, c'est pareil, finalement, est-ce que ce sol ressemble à ce qu'on avait en bordure de champ tout à l'heure? Plutôt. Donc, on arrive à fabriquer la base d'un sol très fertile dans la parcelle, mais il faut respecter certaines règles, on l'a vu. Est-ce que c'est l'arrêt du travail de sol? Peut-être pas. Est-ce que c'est l'alimentation en matière organique? C'est, je pense, un des points les plus importants. Alors, quelles sont les bases finalement de la régénération des sols et des écosystèmes? Parce que c'est ça qui est derrière régénératrice. C'est pour ça que je préfère presque mieux ce mot qu'agroécologie. Ça nous vient des États-Unis, agriculture régénératrice. C'est pas étonnant qu'un anglo-saxon soit plus marketeux qu'un bon européen qui appelle ça agroécologie. Puis on a un grand sac avec plein de trucs, on secoue, personne n'y comprend rien. Agriculture régénératrice, c'est quoi? C'est une agriculture qui régénère les fonctions d'un écosystème. Et au final, vous allez voir que la boucle va être un peu bouclée. La base d'une agriculture régénératrice, c'est le soleil. Alors ça semble bizarre dit comme ça, mais vous voyez bien que tout à l'heure, on avait un sol qui marchait bien alors qu'on le travaillait encore un peu parce qu'il y avait une bonne gestion des matières organiques. Mais qu'est-ce qu'une matière organique? Une matière organique, ça provient exclusivement du végétal, donc des organismes photosynthétiques. Un organisme photosynthétique, c'est quoi? C'est un organisme qui permet de combiner de l'eau et du CO2 grâce à l'énergie du soleil pour fabriquer une biomasse. Et ensuite, tous les autres qui ne sont pas capables de photosynthèse, dont nous, humains, mangeons ces animaux, enfin ces organismes photosynthétiques. Vous en avez 2 grands types. Dans les océans, ça s'appelle le phytoplancton, c'est la base de la chaîne alimentaire des océans et des mers. Et sur les écosystèmes terrestres, ça s'appelle les végétaux. Donc, une agriculture régénératrice, c'est une agriculture qui accepte que pour avoir de la vie quelque part qui me donne des services, parce que ce qui me permet, moi, d'arrêter le travail de sol dans ma parcelle, ce n'est pas un hasard, c'est des lombrics. Donc, c'est passé de 200-300 kg de lombric à l'hectare à 1,5 tonne, 2 tonnes. Sinon, je n'ai pas le niveau fonctionnel de lombric. Et ce lombric, il dégage de l'énergie, il consomme de l'énergie pour pouvoir vivre. Et donc, il lui faut de l'énergie au quotidien pour fonctionner. Et il attire des plantes qui sont un intermédiaire entre des photons qu'on ne peut pas manger en direct et de la matière organique qui est finalement des sucres qui se font grâce à la photosynthèse et que nous, on peut consommer. Donc, votre microbiologie des sols, là, fonctionne, mais les pollinisateurs prennent du pollen, enfin du nectar, qui sont dans les fleurs. Les fleurs sont produites par les végétaux. Et donc, au final, que ce soit les pollinisateurs primaires et secondaires, ou que ce soit les décomposeurs du sol, ou que ce soit les herbivores ou les carnivores qui mangent les herbivores, on est tous et toutes limités par une énergie qui est celle produite par les végétaux. C'est pour ça qu'on appelle ça les producteurs primaires, dans cette fameuse pyramide de l'énergie qu'on apprend en 4e et qu'on oublie derrière. Les producteurs primaires captent l'énergie du soleil et vous avez une quantité d'énergie qui circule dans un écosystème qui est limitée par la capacité à capter cette énergie du soleil primordiale grâce à l'eau. Donc, plus vous avez d'eau disponible, plus vous faites de végétaux, plus vous avez d'énergie. Moins vous avez d'eau, moins vous avez de végétaux, moins vous avez d'énergie dans l'écosystème. Et donc, vous avez peu de fonctions. Dans un désert, il y a peu d'eau, peu de végétaux, peu de biodiversité, peu de fonctions. Donc, attention à ne pas tout confondre. Le carbone, c'est bien, mais le carbone sans eau, vous ne faites pas de carbone sans eau. Et donc, l'eau est primordiale dans la réflexion qu'on doit avoir ces prochaines années. Je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, mais c'est super important. Donc la plante, c'est vraiment ça qui est au centre des systèmes vivants et c'est pour ça que l'agriculture régénératrice va beaucoup casser les pieds de tout le monde avec les couverts végétaux, l'agroforesterie, etc. Il nous faut des plantes. C'est la meilleure biotechnologie qui existe au monde pour pouvoir réactiver un écosystème. Et donc, en gros, cette plante va nous permettre 2 choses. Un, d'avoir plus de ressources dans un écosystème donné, notamment le champ cultivé, qui est un écosystème, anthropisé, mais qui est un écosystème, et des habitats. C'est-à-dire que les haies, les bandes enherbées, les bandes fleuries sont des habitats. Tout ce qui va produire du pollen et du nectar et des matières organiques sont de la ressource nutritive. Et qu'est-ce que c'est le croisement entre une ressource et un habitat? Ça s'appelle une niche écologique. Et donc, l'agriculture régénératrice vise à multiplier les niches écologiques pour pouvoir multiplier les organismes vivants qui nous rendent des services. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire 100 quintaux de blé sans intrants demain? Non. Mais est-ce qu'on va réussir à faire 100 quintaux de blé avec moins d'intrants demain? Oui. Est-ce que demain, il faut avoir des objectifs de rendement peut-être différents pour arriver à très peu d'intrants? Pourquoi pas? Ça, c'est pas à moi d'en décider. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si je veux économiser des intrants et de l'énergie, je dois le remplacer par de la biodiversité qui consomme de l'énergie sous forme végétale. Donc,
Donc, à la place de nourrir le tracteur, je nourris mes lombrics dans ma parcelle avec des couverts végétaux, qui est une forme d'énergie. Et donc, derrière, mes lombrics me permettent d'économiser de la traction et de la mécanisation. Et donc, vous voyez, finalement, c'est de la ressource allouée d'une manière ou d'une autre, mais ça reste des choses qui sont assez similaires en tant que telles. Je n'ai pas fait le calcul, mais je me suis toujours dit, je suis sûr que l'énergie développée par une herse rotative, ça doit être l'énergie développée par une tonne de lombric. Vous voyez ce que je veux dire en termes de calories consommées pour appliquer de la force au sol et avoir de la porosité dans le sol. Donc, je n'ai pas fait les calculs, mais je suis sûr que ça serait intéressant et je suis sûr qu'on arriverait à des équivalences. Voilà, donc qu'est-ce que c'est l'agroécologie, l'agriculture régénératrice ou la troisième voie, à voir si la troisième voie est en lien avec ça, mais ça porte plein de noms. C'est caler les pratiques et les technologies au plus proche du fonctionnement naturel. Vous ne pouvez pas avoir d'opinion sur comment fonctionne un écosystème. C'est pas politique. Vous pouvez être de gauche, de droite ou hémiplégique. Vous pouvez pas dire je décide que la plante fonctionne comme ça et pas comme ça. Le problème, c'est que dans une société d'opinion comme dans laquelle on est aujourd'hui, parce que les gens sont un peu désincarnés, eh bien, ils vont vous demander de marcher sur la tête. C'est là où les coopératives et les agriculteurs, qui sont ancrés sur le terrain et dans le réel, doivent ramener les gens à la réalité, mais tout en se rendant compte que des sols qui ne marchent pas, qui se compactent, qui n'infiltrent pas l'eau, c'est pas bien. Même si on a un IFT qui est réduit de 1 ou 2. Donc, voilà un peu le topo. Donc là, on a des écosystèmes agricoles un peu généraux. Donc ça, c'est quand même 80% de notre agriculture. Vous avez un beau semis de tournesol dans le sud-ouest, au centre. Vous avez aussi le Gers en photo panoramique par drone. Je suis désolé, mais je peux être en HVE2 sur ces trucs-là. Je ne suis pas durable. J'ai pas assez de corridors et de haies, et au niveau paysager, c'est pas fonctionnel. J'ai de l'érosion visible avec les crêtes qui sont érodées, l'accumulation de sédiments. Je vais avoir du lessivage, je vais avoir de l'érosion. Et donc, c'est pas que je veux accuser ou pas accuser, c'est pas une question de bien ou mal, c'est que ça ne fonctionne pas pour que l'écosystème puisse se régénérer. On a quelque chose qui est complètement antinomique. C'est pratique pour nous d'un point de vue séquence industrielle de production. Mais par contre, d'un point de vue besoin d'un écosystème, besoin des sols, besoin de la biodiversité, infiltration de l'eau, c'est dysfonctionnel. Est-ce que c'était mal de faire comme ça? Moi, je ne pense pas. On a besoin de produire à bouffer industriellement en après-guerre. Bon, on a fait des erreurs. Maintenant, c'est produire sans forcément fabriquer des problématiques environnementales. Moi, je vois ça tous les jours. Hein. Ma base de données photo la plus importante, c'est érosion. Donc ça fait très chier ma compagne parce que si on doit partir en voiture pendant 3 heures, je vais m'arrêter 2 fois pour prendre des photos parce que ça me gonfle. Mais je vois ça tous les ans, au printemps, en hiver. Donc il ne faut pas me faire croire que ça n'arrive pas. C'est des choses très fréquentes. Donc quand on m'explique qu'il y a beaucoup d'érosion parce que il a plu, ça me fait rire en fait. Il n'y a pas de fatalité à l'érosion. L'érosion, c'est la non-couverture des sols et un moindre taux de matière organique. Donc pour contrecarrer ça, et je ne pense pas être vindicatif en disant ça, je ne suis pas idéologue, c'est qu'à un moment donné, je dois couvrir les sols. Donc je dois travailler mon itinéraire technique et mes rotations différemment. Voilà. Donc ici, vous avez donc l'agriculture biologique. Alors l'agriculture biologique, est-ce que ça vient répondre à tous les enjeux? D'un point de vue gestion des matières organiques, plutôt. Vu qu'on n'a pas d'engrais chimiques et qu'on n'a pas de phyto, et notamment pas d'engrais, hein, parce que je veux dire, vous autorisez l'ammonitrate en agriculture bio, les rendements, ils vont très vite monter. Hein. Indifféremment des phytos, ça peut quand même bien monter. Moi, j'ai un ami, il a fait 80 quintaux de moyenne à l'époque où il y avait cette fameuse, il y avait de l'engrais organique qui était autorisé, qui était des dérivés de canne à sucre, j'ai plus le nom en tête. Ça dosait 50% de soufre et 30% d'azote ammoniacal. Il a fait 83 quintaux de moyenne sur ses parcelles. Après, il travaille très bien. Hein. Il fait 55 quintaux de moyenne sans avoir ça. Donc, c'est quand même un très bon agriculteur bio. Mais j'ai halluciné les rendements qu'il a eu grâce à ça. Bon, c'était pas une année avec forte pression, rouille ou septoriose, mais donc ça a fait des choses. Donc, l'engrais, vu qu'il n'y en a pas en bio, on doit travailler les rotations, mettre des légumineuses, apporter des fumiers. Donc, forcément, le taux de matière organique, il est un peu mieux. Par contre, on continue à travailler beaucoup les sols et moi, j'ai vu beaucoup de sols très compactés, notamment en vallée du Rhône, dans des assolements avec beaucoup de cultures de printemps, parce qu'on passe la bineuse toutes les 5 minutes et donc sous les roues de tracteur, ça devient compacté, c'est du béton armé. Mais on est quand même sur quelque chose d'intéressant puisque les principes agronomiques, si vous ne les respectez pas, vous ne produisez pas. L'agriculture régénératrice, je dirais que c'est plutôt une agriculture qui va, là vous avez quelques exemples, en arboriculture avec des gros couverts entre les arbres. Vous avez un semi-direct de soja dans du seigle triticale. On est sur des choses intéressantes. Est-ce que ce sont des systèmes à reproduire partout bêtement comme une recette unique? Non. Mais derrière les principes, il y a la production de biomasse végétale pour alimenter mon écosystème.
Il y a la perturbation minimale du milieu, donc l'arrêt du travail du sol. Est-ce qu'il faut absolument arrêter partout le travail du sol? On peut au moins déjà le diminuer. Il y a des pratiques plus ou moins perturbatrices. Et même en arboriculture, on passe finalement d'une sorte de prairie qui est gérée très fréquemment et qui est très courte à des couverts végétaux semés, intercalaires, qui produisent beaucoup plus de biomasse et qui apportent des fonctions avec notamment des fleurs qui permettent d'améliorer la biodiversité fonctionnelle. Et donc, on peut décliner ça un peu à l'infini. Ce que je vais vous montrer, ce ne sont pas des recettes. Nous, quand on arrive sur un site, on se pose toujours la question, déjà, quelles sont les contraintes économiques de l'agriculteur? Quels sont ses objectifs? Et ensuite, on applique les principes de je dois avoir du végétal, je dois améliorer ce cycle du carbone en premier lieu, ce qui permet de résoudre en partie l'équation climatique, mais surtout qui permet d'alimenter la biodiversité qui nous est utile. Donc, ici en arboriculture, donc vous avez des double rang de févroles en haut à droite. Vous avez entre des abricotiers en bas un gros couvert à dominante graminée avec des légumineuses, ou alors des couverts estivaux très diversifiés. Vous allez retrouver tout un tas de choses, des crucifères, du sarrasin, du tournesol, de la vesse. Voilà. Vous pouvez aussi avoir ça en grande culture. Ah, ça a coupé. Je pense qu'il faut... Voilà. Donc, vous avez le modèle en grande culture, que vous connaissez bien sans doute, agriculture de conservation, qui est connu depuis assez longtemps, qui est de moins en moins un problème, puisqu'on a des super machines de semi-direct maintenant qui arrivent à passer dans pas mal de situations. Là où c'était un problème il y a 20 ans, ça n'en est plus aujourd'hui. En vigne étroite, en Champagne à gauche, et puis en Ardèche, en milieu séchant en haut à droite, et puis dans des zones un peu plus comme le Cognacé en bas à droite. Donc des couverts végétaux, un rang sur deux semé et un rang sur deux pérenne qu'on laisse s'exprimer. Et donc ça marche en conditions séchantes ou moins séchantes. Et vous voyez qu'il y a toujours ce végétal qui est là, et c'est la base. Si je veux régénérer le premier pilier de l'agriculture régénératrice, qui sont les sols, je suis obligé de passer par beaucoup de couverts végétaux. Par contre, attention, dans une certaine mesure, il va falloir ne pas faire les choses de façon trop rapide, voire même idéologique. Vous avez ici 3 systèmes qu'on a pu mettre en place, notamment donc dans le Bordelais, où on travaille pas mal avec des domaines viticoles. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, on a le système classique, travail du sol précoce, dès février, chaussage, déchaussage. Donc, autant vous dire que l'intensité de perturbation des sols est majeure. En hiver, c'est un couvert spontané qui pousse, donc des sortes de mauvaises herbes assez éparses. Et donc, sans forcément... ça fait du très bon vin, hein, et j'adore le vin, le vin qui est produit dans cette zone-là. Mais malgré tout, d'un point de vue interface agriculture-écosystème, on est un peu, on va dire, c'est quand même les mauvais élèves de la classe, dans le sens où on est sur des sols qui sont entre 0,8 et 1% de matière organique. Je veux bien que 4% de matière organique n'est pas possible partout, mais dire qu'on est obligé de rester à 0,8, c'est quand même un peu too much aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être dans une posture extrême dans les deux sens. Et donc, c'est des sols souvent très compactés parce qu'on a en vigne étroite. Et donc, l'enjambeur passe très souvent. Notamment quand on veut arrêter les herbicides, parce qu'on se dit que l'agriculture durable, c'est d'abord arrêter les herbicides, et qu'on commence à passer des enjambeurs avec des outils méca et qu'on a 6 passages de plus par an. Autant vous dire que l'arrêt des herbicides crée un dysfonctionnement de sol majeur. Et donc, c'est là le problème aussi. Qu'est-ce que c'est l'agriculture durable? Est-ce que c'est d'abord arrêter les herbicides, ou est-ce que c'est d'abord régénérer les sols en travaillant avec des couverts végétaux, en gardant un peu les herbicides parce que 2 coups de glyphosate sur le rang, c'est pas la fin du monde une fois par an, enfin 2 fois par an. Et derrière, quand le sol fonctionne, je commence à réduire un certain nombre d'intrants. Par exemple, nous, dans les schémas de transition, les herbicides, c'est ce qu'on retire en dernier. Si on retire les herbicides en premier, la gestion du couvert végétal qui permet de régénérer les sols est beaucoup plus compliquée, et on se retrouve embêté. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, hein. On le fait. Par exemple, en viticulture aujourd'hui, tous les programmes de développement durable visent en premier à réduire les herbicides. Donc, on fait avec. Mais c'est dommage de ne pas emboîter les choses dans le bon sens des fois. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comment on a un système intermédiaire qu'on appelle de niveau 1 chez nous, dans le Bordelais? Là, c'est par exemple chez Château Giscourt, avec qui on travaille depuis 3 ans. Où on a passé à l'échelle des pratiques en faisant un couvert de légumineuses à 70%, 80%, un rang sur 2, un semis d'orge à la volée qui permet d'avoir une couverture totale durant l'hiver. On dézingue un rang sur 2, on casse cette couverture d'orge pas chère, faite à la volée, un rang sur 2, ce qui fait que les travailleurs, ils ont le dégagement autour du pied, peuvent travailler tranquille. Par contre, un rang sur 2, on limite l'érosion, on stocke de la matière organique,
on pompe de l'azote dans l'air et puis on restitue. Et on a quelque chose qui est intéressant. Ça, c'est un système de niveau 1. N'importe qui peut faire ça et on gagne de l'argent et du temps dès la première année. Pourquoi? Parce qu'un rang sur 2, je casse le couvert en avril. Donc, j'ai évité 2 passages de travail de sol entre février et avril. Et donc, le gain à ne pas passer le travail de sol sur 50% de la surface 2 fois compense largement l'achat des semences, le semis des couverts et leur destruction. Et donc là, on a une équation et un rapport coût-bénéfice agronomique et écologique qui est super. Dans le cas agroécologique niveau 2, ça c'est pour les ceintures noires, là, les travailleurs, ils ont de l'herbe jusqu'au genou, ils peuvent se faire une cheville, le dégagement autour du pied est mauvais, donc ça veut dire qu'il faut que j'organise, là où je fais du 100% couvert de ce type-là, dans mon plan de travail pour que les parcelles soient taillées en amont, que le couvert soit trop développé, et pour les parcelles qui ont un couvert qui est trop développé, le casser avant de venir les tailler. Bref, ça demande beaucoup de réformes. Et donc là, le rapport coût-bénéfice à l'adoption est complètement différent. Et ça marche sur toutes les typologies de culture, grande culture, arboriculture, vigne. Comment trouver ce point d'équilibre entre l'économie, le social, c'est-à-dire le temps de travail et la difficulté de travailler dans les champs, et l'environnement, c'est-à-dire remettre en route la pompe à carbone, qui est quand même le premier principe thermodynamique sur Terre. On consomme tous de l'énergie tous les jours, via la nourriture qu'on consomme, ça vient des plantes. Donc il faut remettre en route cette thermodynamique dans la parcelle, avec un minimum de matière sèche produite par les végétaux. Nous, aujourd'hui, qu'on estime qu'il faut 13, 14, 15 tonnes de matière sèche par hectare et par an pour avoir une thermodynamique, c'est-à-dire quelque chose qui vient alimenter la biologie des sols, suffisante à la parcelle. Et donc, plus je progresse dans ces schémas, plus je vais avoir de fonctions. Une meilleure hydrologie, une meilleure infiltration de l'eau, plus de stockage de carbone, plus de biodiversité, et je vais réduire un certain nombre de problèmes comme l'érosion, par exemple. Là, vous avez en milieu ultra séchant en Espagne, sur un projet qu'on conduit avec Andros, couverts végétaux entre les abricotiers, ça a poussé avec 150 mm de pluie. On a à peu près 80-90% de l'eau qui est tombée sur la parcelle, qui est restée sur la parcelle, versus le système initial à droite, où en fait, l'eau a créé une croûte de battance, a ruisselé, c'est pas infiltré, et donc on aboutit à un agriculteur qui dit mais en fait c'est fou, semer le couvert, le détruire, est moins cher que gérer toutes mes mauvaises herbes après, parce qu'en fait j'ai plein de vivaces et c'est un problème. Et là ce que vous voyez c'est net de désherbage. Là les 2 photos, il y a eu 0 désherbage sur le témoin, 0 désherbage sur la parcelle avec le couvert. Donc le couvert a une fonction désherbante, le couvert a une fonction d'accumulation de matière organique, le couvert a une fonction d'alimentation de la biodiversité, le couvert permet une meilleure infiltration de l'eau. Enfin, quand j'entends des techniciens me dire que le couvert est une charge et que l'agriculteur c'est terrible s'il dépense de l'argent dans les couverts, je me dis mais où il a la tête? Un couvert c'est un investissement. C'est-à-dire que si vous arrivez devant un agriculteur et que vous lui dites le couvert, ok, tu vas payer quelque chose, mais derrière, tu as un retour sur investissement, avec tout ce que j'ai dit. C'est pas pareil que d'arriver devant l'agriculteur et de lui dire le couvert c'est réglementaire, c'est un peu chiant, on va essayer de faire celui qui est le moins cher et le moins embêtant pour toi. Et donc je sais que c'est plus du tout maintenant la logique dans les coopératives et les négoces, mais ça l'a été longtemps. Nous on forme beaucoup de techniciens, on a encore cet état d'esprit. Et donc je dirais, et je vais passer la main après donc à Cargill qui va pouvoir en parler plus particulièrement, mais un des piliers de la gestion du carbone à l'échelle de la parcelle, ça reste le couvert végétal, l'économie d'engrais. C'est les 2 leviers, hein. Il n'y en a pas 10. C'est renforcement des matières organiques pour stocker du carbone, et l'engrais, c'est 70% de vos émissions, et le fuel. Donc réduire les charges de méca, réduire l'engrais et augmenter les couverts végétaux, vous avez 80% des bonnes pratiques pour affecter votre bilan carbone, hein. Et vous pouvez chercher ce que vous voulez autour, vous n'aurez rien, hein. Alors vous pouvez améliorer le profil de vos engrais, avec des retardateurs de nitrogénase, etc. Pourquoi pas? Mais malgré tout, il y aura ces pratiques-là à mettre en œuvre. Donc le couvert végétal étant un pilier, mais c'est intéressant. Voilà. Donc qu'est-ce que l'agriculture régénératrice? C'est une approche globale qui permet un alignement entre l'agriculture et les processus naturels sans faire de mauvais compromis. Je dis souvent, être un bon agronome qui respecte, on va dire, les principes agronomiques de base qu'on a appris à l'école, ça suffit déjà. Vous voyez? Le problème, c'est que les principes agronomiques de base qu'on a appris à l'école, on ne les respecte pas. On va raisonner l'azote, alors qu'en fait, il faut le raisonner en dernier, c'est ce qu'on raisonne en premier. On va regarder l'eau, ok, c'est très important, mais le carbone, on s'en fout. Donc, on aboutit à des cinétiques de bilan humique qui nous font arriver à 1,5% de matière organique en moyenne dans certaines zones.
Et donc, on croit que c'est ça qui permet que ça marche. Ben, on est dans la moyenne. Mais si tout le monde pèse 115 kilos et que vous faites 100 kilos, vous voulez vous dire que vous êtes maigre. Ben non, le poids de forme, c'est peut-être 80 ou 75 kilos. Être dans la moyenne ne prévaut pas d'être bien. Il y a des valeurs un peu absolues, malgré tout, qui sont intéressantes à avoir. Et donc, dans le fonctionnement et les besoins d'un écosystème, qui va nous rendre des services derrière, atteindre ces valeurs seuil, 2,5-3% de matière organique, une bonne infiltration de l'eau, une biodiversité fonctionnelle qui est là grâce à des éléments naturels qui sont intéressants, va être un peu au cœur des sujets. En tous les cas, c'est ce que moi je peux constater auprès de la multiplicité de nos clients. On doit travailler pour la moitié des grands groupes aujourd'hui en France. Et c'est donc demain des demandes que vous allez avoir, mais qui ne sont pas si inintéressantes pour l'agriculteur. Voilà, donc c'est un peu un message. Un écosystème qui marche bien à la parcelle est souvent une exploitation plus résiliente pour l'agriculteur, qui aboutit à des économies d'énergie et d'intrants, et donc qui stabilise l'économie de l'exploitation agricole sur le long terme. Voilà, je m'arrêterai là. Je pense qu'on est à combien? On est parfait. Voilà, parfait. Eh bien, parfait. Comment je fais pour changer? Merci beaucoup. Oui, très bien. Et puis, de toute manière, sur le départ, il n'y aura pas besoin du support. Donc, c'est pas grave. Donc, Vincent Choquet, Société Cargill, également ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je viens pour présenter un peu la démarche que nous, on a mise en place et surtout expliquer par rapport à ce que Sébastien vient d'évoquer, comment nous, on essaie de s'inscrire dans cette démarche, pourquoi et comment on essaie de structurer une approche qui permette de concilier vos intérêts à vous, en tout cas vos contraintes sur le terrain, nos intérêts à nous en tant qu'industriels qui achetons les matières premières produites par vos agriculteurs et les intérêts de nos clients finaux qui consomment les produits qu'on va avoir transformés, donc c'est-à-dire de l'huile, de l'amidon, des texturants. Et donc comment on arrive à connecter l'ensemble de cette chaîne pour aller tous vers un objectif commun qui est celui de l'agriculture régénératrice et de la résilience des systèmes de production, parce que c'est ça au final la priorité. Donc c'est vraiment sur ce point-là que je voulais commencer mon intervention. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi Cargill se penche sur ce sujet de l'agriculture régénératrice? C'est que, au final, on est une agriculture agroalimentaire de transformation et notre vocation, alors ça paraît un peu toujours bateau de raconter ça, mais c'est de nourrir des populations et de s'assurer que le système de production alimentaire dans les prochaines années, malgré les changements auxquels on fait face, il soit toujours présent et fonctionnel. Et donc, tout ça, ça passe par les différents éléments que Sébastien a pu présenter. Donc, la santé des sols, une meilleure gestion de l'eau, la biodiversité, une réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter l'impact du réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là auxquels il faut essayer de s'attaquer pour toujours avoir un système de production qui soit résilient. Et donc, l'agriculture de régénération ou l'agriculture régénératrice n'est pas forcément la solution miracle, mais apporte des éléments de réponse qui permettent d'aller dans cette direction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un axe de travail pour notre entreprise et pour la raison pour laquelle on essaye de développer un programme à l'échelle mondiale sur ce sujet. Donc après, par rapport à ce que Sébastien a pu évoquer, aujourd'hui, on a presque l'impression que ça paraîtrait être une évidence. Pourquoi les agriculteurs ne transitionnent pas vers ce système si c'est plus vertueux, qu'ils vont avoir au final des économies de coûts, avoir une production qui va rester au même niveau, une rentabilité stable, voire meilleure. Enfin, si on résume un peu, c'était ça le sens du discours. Moi, je ne serais pas forcément aussi jusqu'au boutiste que ça. Aujourd'hui, la situation à laquelle on fait face, c'est que les agriculteurs, ils entendent peut-être dans certains cas les intérêts agronomiques qu'il peut y avoir à basculer vers ce type de transition, mais il y a une part d'inquiétude ou de risque qui est perçue d'aller dans cette direction-là. Donc la question, c'est comment on fait pour lever cette perception de risque, ou en tout cas réussir à faire basculer les gens qui, pour l'instant, sont réfractaires à aller dans cette direction. Et donc, je ne vais pas dire que c'est malheureux, mais juste l'argument agronomique n'est pas toujours suffisant pour générer cette bascule. Et donc, des fois, pour lever ce risque, il faut être à même de pouvoir apporter une motivation ou en tout cas une sécurité financière pour lui dire demain, nous, on t'encourage à basculer dans cette direction-là. Et une partie des risques qui sont pris par toi, exploitant, qui va remettre en question ton système de production agricole,
il y a des gens qui vont être là pour t'accompagner et prendre une partie de ce risque pour toi, de manière à ce que tu sois plus sécurisé sur ces aspects-là. Et donc voilà, c'est un peu le sens des programmes qu'on essaie de mettre en place. Donc réussir à enclencher des changements de pratique, donc sur les principaux piliers que Sébastien a pu évoquer. Donc les couverts, c'est un élément clé. Le travail du sol est un élément clé. La gestion des engrais est aussi un élément essentiel. La consommation de fuel, enfin voilà, tous ces points-là sont des sujets auxquels on va essayer de s'attacher. Et donc c'est comment on apporte une rémunération aux agriculteurs pour engager ces changements et donc aller dans une direction qui soit plus pérenne pour les systèmes de production, ce qui est notre objectif, comme je vous l'ai évoqué en introduction. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de cette diapo tout de suite, mais il y a plusieurs notions qu'il faut bien avoir à l'esprit. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de démarches d'agriculture régénératrice qui peuvent se mettre en place. Il y en a beaucoup qui sont indexés au carbone en particulier. Alors, aujourd'hui, nous, on s'attache justement à ce que notre approche, on ne la limite pas juste à cet aspect carbone. C'est un aspect qui est important. Enfin, la matière organique dans le sol, c'est un des éléments de l'équation qui est clé, c'est sûr. Après, un des aspects qui est intéressant dans le carbone, c'est que c'est un outil qui permet une rémunération des agriculteurs. Aujourd'hui, des bénéfices sur la biodiversité, des bénéfices sur l'eau, on a du mal à pouvoir apporter une rémunération dessus, alors que le carbone, aujourd'hui, il y a une demande pour ce marché-là, un prix qui est associé à la tonne de carbone. Et donc, si on est capable de connecter les différents acteurs autour de cet outil-là, on peut apporter une rémunération à l'agriculteur. Voilà, ce que moi je voudrais que vous gardiez en tête, c'est que l'agriculture régénératrice, ce n'est pas que le carbone surtout. Aujourd'hui, le carbone fait partie des leviers pour initier cette transition. Après, les autres éléments qui sont essentiels à avoir en tête, c'est qu'on peut essayer de lancer des filières sur des produits spécifiques, sur des échelles locales. Je ne dis pas que c'est une mauvaise approche, ça peut très bien fonctionner et apporter des valorisations qui seront peut-être très importantes sur des productions spécifiques. On voit qu'en France, on a aujourd'hui des orges bas carbone pour la malterie qui existent. Il y a des filières aussi spécifiques pour des biocarburants qui existent également. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas là pour démonter ces filières-là, ça fonctionne très bien. La problématique que nous, on voit en tant que Cargill, c'est qu'elles sont limitées à une production donnée, à un usage donné, et que du coup, si on veut passer les pratiques à grande échelle, à l'échelle, au niveau mondial, ce ne sera pas nécessairement suffisant pour entamer cette bascule dans son intégralité. Donc, notre réflexion est plutôt de dire comment on arrive à rémunérer l'agriculteur pour ces pratiques dans leur ensemble, plutôt que d'essayer de monter une multiplicité de filières différentes sur plein de produits différents, ce qui va générer une complexité de suivi, une complexité administrative qui va être relativement difficile à gérer. Plutôt que d'avoir une approche globale qui permet d'entamer une transition rapide partout et répondre à nos besoins à tous. Donc, encore une fois, pérennité des systèmes de production, limiter le réchauffement climatique comme objectif global. Donc voilà, encore une fois, pas pour démonter les filières, mais nous, notre vision, au final, c'est comment on arrive à en quelque sorte, générer une sorte de filière globale entre des producteurs amont, des industriels intermédiaires et des consommateurs finaux sur différentes productions et sans s'attaquer vraiment à un pays, un produit particulier, ce qui va ralentir potentiellement le développement. Donc ça veut dire que dans les systèmes qu'il faut qu'on mette en place, on arrive à générer une rémunération qui soit propre à toutes les cultures, donc quelle qu'elle soit. Donc ça aujourd'hui, c'est un des sujets sur lesquels on s'est attelé. Nous, le programme qu'on propose, il rémunère les agriculteurs, quel que soit ce qu'ils vont faire pousser sur leur parcelle. C'est la direction qu'on a souhaité suivre. Typiquement, l'année dernière, on a lancé le programme, on avait 5 cultures éligibles. Aujourd'hui, on est passé à une quinzaine en France. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir le plus de cultures possibles qui permettent d'avoir une rémunération pour les agriculteurs. On a aussi un gros travail du coup de communication à faire auprès de nos clients aval.
pour leur faire comprendre que eux, ce qui est dans leur intérêt, c'est pas forcément d'aller acheter du tournesol bas carbone spécifiquement et de s'intéresser uniquement aux hectares de tournesol bas carbone, mais de raisonner sur une rotation dans son ensemble, surtout qu'en particulier sur l'agriculture régénératrice. Encore une fois, comme l'évoquait Sébastien, on cherche à diversifier les cultures, allonger les rotations. Et donc, au final, pour avoir une année du tournesol sur cette parcelle-là, il faut que les 3, 4, 5 années précédentes, qu'il y ait eu autre chose sur cette parcelle et que l'agriculteur il soit rémunéré aussi sur les bonnes pratiques qu'il a fait sur ces parcelles les années précédentes. Donc ça, voilà, c'est des éléments qui font partie intégrante de notre réflexion. Donc les histoires de cahiers des charges locaux, j'en ai parlé juste un peu avant. Nous, on souhaite avoir une approche multi-pays. Encore une fois, on a un industriel qui a une présence mondiale. On peut travailler avec une réflexion pays par pays, client par client, mais encore une fois, ce ne sera pas l'approche la plus efficace. Si on a un client qui nous achète de l'huile aux Pays-Bas, en France, aux États-Unis, en Asie, eh ben, l'idéal, c'est de pouvoir lui apporter une solution qui soit la même sur les différents pays et que lui, s'il raisonne agriculture régénératrice et impact carbone, entre autres, il puisse se dire, bon, voilà, j'ai une solution qui est la même, duplicable, avec la même fiabilité partout, et sans avoir à rentrer à chaque fois dans le détail de ce qui va être utilisé, du suivi des pratiques, du modèle utilisé dans chacun des pays, enfin, où du coup, il va y perdre un temps fou et encore une fois, une perte d'efficacité. Après, du coup, ça suppose prendre aussi des partis pris sur la définition de cette filière globale, comme je vous l'évoquais. C'est compliqué de dire aujourd'hui à un client, tu m'achètes de l'amidon qui est produit à base de blé qu'on origine sur le bassin de Creil. Donc, si je vais chercher à mettre en place des pratiques d'agriculture régénératrice uniquement sur le bassin de Creil pour ce consommateur d'amidon, entre guillemets, c'est un peu idiot parce que je me prive d'un bassin d'agriculteurs qui serait peut-être prêt à mettre en place une transition sur d'autres régions pour les mêmes matières premières et qui au final générait un impact bénéfique pour l'ensemble de l'agriculture. Donc on doit définir des schémas de bassins d'origination qui sont pertinents pour les chaînes d'approvisionnement. Et donc aujourd'hui, nous, le parti pris qu'on prend, c'est qu'on raisonne à l'échelle d'un pays. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui nous achète de l'amidon issu de matières premières issues de France, c'est pas gênant si c'est pas du blé qui vient de la région de Creil exactement. On va lui dire que c'est des changements de pratiques qui ont eu lieu au niveau de la France. Et donc à partir de là, vu que ça s'inscrit dans une rotation et des matières premières qui sont utilisées dans la supply chain de Cargill, c'est pertinent pour lui de souscrire à ce programme et en tout cas de prendre les bénéfices environnementaux qui seront générés par ce programme. Donc il y a tout un travail d'éducation et de communication à faire auprès des clients aval, de sortir de cette réflexion, de dire je consomme de l'amidon, il me faut du blé bas carbone, ou je consomme de l'huile de tournesol, il me faut du tournesol bas carbone. On cherche à aller plus loin que ça. Si vraiment vous voulez mettre en place quelque chose sur l'agriculture régénératrice, on va raisonner à l'échelle du pays, sur les rotations de leur ensemble, avec un spectre de culture qui est beaucoup plus important que ça. Et c'est ce but-là qu'il faut, dans l'idéal, chercher à avoir. Encore une fois, c'est une transition qu'on cherche à amorcer. Donc, notre approche, elle est basée sur des changements de pratiques. On n'est pas à vouloir payer une prime sur un blé qui soit bas carbone, un tournesol bas carbone. Donc, l'agriculteur, il a un système existant avec des pratiques existantes. S'il a la possibilité de mettre en place des choses qui soient plus vertueuses, comme des couverts, comme une réduction du travail du sol, nous, c'est ça qu'on va chercher à rémunérer. Donc, on quantifie les bénéfices environnementaux liés à ces changements de pratiques et on va rémunérer ces bénéfices environnementaux. On va, en quelque sorte, décorréler la rémunération sur l'aspect environnemental du matériel physique. Le blé, il sera toujours payé au prix auquel il est payé aujourd'hui. Il n'y aura pas une prime spécifique dessus. Par contre, on va apporter une rémunération supplémentaire pour services environnementaux rendus, en quelque sorte. Et voilà, ça viendra toujours apporter un complément de revenus, mais on sort de cette approche prime filière ou prime produit qui est peut-être celle sur laquelle on a l'habitude de travailler pour, on va dire, la durabilité à l'heure actuelle. Donc une fois qu'on a dit ça,
Donc, on lance un programme, on dit qu'on va rémunérer les agriculteurs pour des changements de pratique. Très bien. Derrière, comment on s'assure que les changements de pratique ont bien lieu et on garantit ça à nos clients? Parce qu'en soi, c'est bien beau de leur dire on a mis en place un programme, ils vont changer leur pratique. Comment on suit effectivement que ça a bien lieu et comment on quantifie les bénéfices environnementaux qui sont liés à ces changements de pratique? Il y a plusieurs solutions qui peuvent s'offrir à nous. Soit on fait un échantillonnage systématique du sol, c'est une solution. La problématique qu'on va avoir, c'est que si on veut vraiment être précis, ça va faire un nombre d'échantillons du sol qui va être très conséquent, donc difficile à gérer. Si on veut le passer à l'échelle mondiale, on multiplie encore le nombre d'échantillons, ce qui va être très complexe. C'est pas forcément la solution la moins onéreuse en plus, donc ça veut dire que la filière derrière aval va devoir supporter des coûts. Alors, on veut tous aller vers cette transition, mais je veux dire que ce soit Cargill ou les clients FIDO, on est tous pareil, on souhaite aller dans cette direction-là. Si possible, accompagner l'agriculteur, mais si possible, en essayant de limiter au maximum les coûts intermédiaires liés à toute la certification, le contrôle et tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà, cette partie-là, coût pour l'échantillonnage, elle est un peu gênante. Et surtout, on a aussi un biais qui peut être important. Donc, déjà, la précision de la mesure sur l'échantillon n'est pas forcément parfaite. Et en plus, en fonction de là où on va prendre l'échantillon dans le sol, on peut avoir une variabilité qui est très importante. Donc, est-ce qu'on peut réellement tirer des conclusions fiables de ce système-là? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais pour nous, ce n'est pas forcément la solution la plus précise qui soit. Derrière, il y a l'aspect modélisation qui est une autre option. Donc là, pour le passage à l'échelle, c'est quelque chose qui est plus facile à mettre en place, entre guillemets. On rentre des données dans un modèle. Le modèle, c'est le même, entre guillemets, partout. Donc, une fois qu'on a l'outil et le modèle paramétré, il y a juste à rentrer les données dedans et ça va calculer des bénéfices environnementaux, donc du carbone, potentiellement de l'eau, la production de biomasse. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être modélisées. L'inconvénient, c'est que par contre, ces données, il faut les faire rentrer dedans. Et aujourd'hui, on le voit sur certaines démarches qui existent. Je vais parler du carbone, mais on a le label bas carbone en France. Aujourd'hui, pour rentrer les données du label bas carbone, il y a un certain temps d'audit qui est nécessaire pour l'acquisition de ces données. Et donc, ce n'est pas forcément très efficace, ou en tout cas très attrayant pour l'agriculteur de se dire il faut que je passe plusieurs journées à renseigner des choses que je renseigne peut-être déjà en parallèle, par exemple pour mes déclarations PAC. Donc, en fait, je passe beaucoup de temps sur l'administratif. Voilà, ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Et derrière, une fois qu'on a ce modèle et qu'on a rentré les données, comment on fait pour contrôler que ce qui a été déclaré est réellement mis en place? Ça, c'est un point auquel aujourd'hui, on ne sait pas forcément répondre. Est-ce que c'est les coopératives qui doivent aller s'assurer que les agriculteurs ont bien fait ce qu'ils ont déclaré? Est-ce que c'est la filière aval qui souhaite mettre en place cette filière-là, qui doit aller contrôler que c'est bien mis en place? Voilà, ça reste beaucoup de questions ouvertes. Et donc, en tout cas, il y a une complexité liée à ce suivi, à ce contrôle, qui reste difficile à gérer. Nous, chez Cargill, on a fait le choix d'utiliser de la modélisation, mais de s'appuyer sur d'autres technologies pour essayer de limiter ces aspects administratifs et faciliter le contrôle. Donc aujourd'hui, on a accès à de l'imagerie satellite de manière relativement facile par rapport à quelques années. L'avantage de l'imagerie satellite, c'est que ça peut permettre la mise en place de certaines pratiques. Typiquement, un couvert, on voit si le sol est couvert pendant telle période de l'année et s'il ne l'était pas avant. Donc, si on a réellement un changement de pratique. Donc, ça, c'est quelque chose qui est relativement facile à mettre en place et donc qui permet un aspect contrôle. Ce qui est bien aussi, c'est que par exemple, si on a besoin d'avoir un historique de culture sur les années précédentes, les satellites aujourd'hui sont capables de détecter sur cette parcelle-là, il y a eu du blé il y a 5 ans, il y a eu de l'orge il y a 3 ans, il y a eu du colza il y a 2 ans. Et donc, ça permet de renseigner, entre guillemets, automatiquement les historiques de culture et les pratiques des agriculteurs sur les années précédentes. Donc, sur un audit qui pouvait durer 2 à 3 jours sur certaines autres formules, on a essayé de simplifier au maximum la démarche de manière à ce que l'inscription soit facilitée à travers des pré-remplissages de données et surtout par la suite le contrôle soit déjà réalisé par de l'imagerie satellitaire. Ce qui est aussi très important, c'est que, admettons qu'un agriculteur change de pratique, qui passe sur de labour à du TCS.
Comme disait Sébastien tout à l'heure, ça prend du temps pour que le changement se mette en place et que la pompe à carbone, elle s'amorce. Donc aujourd'hui, dans les schémas de suivi, ce qui est important, c'est de dire que l'agriculteur qui a initié sa transition, elle ne dure pas que 1 ou 2 ans, c'est qu'elle dure 15, 20 ans, de manière à ce qu'on arrive à saturer les bénéfices environnementaux. Pardon, si je reformule, que la santé du sol revienne au niveau maximal qui peut être le sien, qu'on fasse remonter la biodiversité, que l'absorption de l'eau revienne à son niveau optimal. Et donc ça, il faut qu'on arrive à contrôler à travers le temps que les pratiques se perpétuent, entre guillemets. Et donc le satellite permet aussi cet aspect-là. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi ce type d'outil. Et après, voilà, je vous l'évoquais, ça c'est, je pense, une réflexion à mener plus sur le long terme. Aujourd'hui, on n'a pas forcément trouvé la solution idoine pour éviter cette multiplicité des données saisies par les agriculteurs entre les déclarations PAC, les systèmes de gestion parcellaire qui sont utilisés aussi, plus les programmes environnementaux qui se mettent en place à droite à gauche. Mais l'idéal, ce serait qu'à terme, on ait une convergence de toutes ces déclarations-là pour que l'agriculteur, il ne rentre qu'une fois les choses et que tout ça puisse permettre d'avoir le suivi et de dire que voilà, les pratiques, elles sont mises en place de telle sorte, les cultures, ce sont celles-ci, les passages les apports d'intrants, ce sont ceux-là, on les quantifie une fois et à partir de là, on peut faire les quantifications de bénéfices environnementaux et on est capable de rémunérer les agriculteurs en conséquence. Marion m'avait posé la question des labels par rapport à ça. Est-ce que c'est intéressant d'aller mettre des marques agriculture régénérative ou des labels agriculture régénératrice? Aujourd'hui, encore une fois, c'est comme sur les filières orge bas carbone. Je ne dis pas que c'est la mauvaise solution, mais aujourd'hui, par rapport à ce que nous, on cherche à mettre en place, ce n'est pas forcément ce qui nous semble le plus approprié. Encore une fois, nous, on a une volonté d'avoir quelque chose qui soit global et pas uniquement français. Donc, ce qu'on met en place en France, il faut qu'on puisse le mettre en Allemagne et sur d'autres continents aussi. Donc, voilà, dans notre approche, ce n'est pas forcément quelque chose qui est essentiel. Derrière, après, ça vous êtes certainement plus familier que moi, mais il y a aussi une multiplicité des différents labels qui existent aujourd'hui entre l'agriculture biologique, les différents labels existants, le label rouge, potentiellement Agriconfiance aussi. Et donc aujourd'hui, rajouter des labels supplémentaires par rapport à l'agriculture régénératrice, est-ce que au final, le consommateur final, il va pas se retrouver un peu perdu avec toute cette diversité? J'ai pas la réponse, mais je pense que c'est un point sur lequel il faut être vigilant. Et derrière, voilà, encore une fois, pour nous, c'est pas une volonté de marketing de dire voilà, aujourd'hui, toi, client final, tu achètes, je sais pas, de l'amidon Cargill Regen Connect, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse en tant que tel. C'est vraiment d'être capable de générer des bénéfices environnementaux et d'être à même de pouvoir les quantifier. Donc notre priorité, elle est vraiment sur la génération d'un outil qui quantifie proprement et d'avoir une démarche qui réussisse à attirer les agriculteurs et générer cette transition, voilà, plutôt un label particulier qu'on mette derrière. Là où par contre le label peut être quelque chose d'intéressant, en tout cas s'inscrire dans une démarche intéressante, c'est qu'aujourd'hui il y a pas mal de démarches environnementales qui existent, en particulier sur le carbone, et qu'il faut s'assurer qu'on n'ait pas de double comptage, entre guillemets. Pour la crédibilité de chacun des programmes, c'est essentiel que ce qu'un agriculteur fasse, le bénéfice environnemental ne soit pas compté plusieurs fois par plusieurs entités en même temps. Et donc aujourd'hui, trouver un schéma qui permette de s'assurer que voilà, l'agriculteur qui rentre dans cette démarche-là, il est rémunéré par cette démarche spécifique, il n'y ait pas d'autres. Voilà, ce soit pas marketé par quelqu'un d'autre ailleurs et voilà, que ce bénéfice soit compté 2 fois. Voilà, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir et sur le long terme, il faudra qu'on trouve des solutions pour voilà, réussir à bien réguler, bien contrôler ce point-là. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'au final, on soit en train de monter un programme qui s'appuie sur une rémunération basée sur des bénéfices environnementaux. Si demain, il y a un scandale sur ces bénéfices environnementaux, entre autres le marché du carbone,
toute la pyramide s'écroule et donc le schéma qu'on aurait essayé de mettre en place pour rémunérer les agriculteurs, il disparaît, alors qu'à la base, ça partait quand même d'une initiative qui était louable, c'est-à-dire de changer des pratiques, de mettre en place des couverts, de limiter le travail du sol. Et tout le monde se retrouvera impacté en disant, voilà, vous avez profité du système, vous avez compté des choses qui n'existaient pas, et au final, tous les efforts qu'on aura tous essayé de mettre en œuvre seront réduits à néant et on repartira de zéro. Donc, c'est absolument ce qu'on cherche à éviter de notre côté. Et enfin, donc un point essentiel. Donc aujourd'hui, nous, en tant que Cargill, sur le territoire français, on est un transformateur. Donc on nous achète de la matière première qu'on va transformer pour la vendre à nos clients aval. Donc, ce qui veut dire que la relation avec l'agriculteur, c'est vous qui la détenez. Et on n'a pas vocation à se substituer à cette relation-là. C'est vous qui avez donc la relation historique, c'est aussi vous qui avez la plupart du temps l'expertise technique sur les parcelles. Donc ça, voilà, on n'a pas vocation à le changer. Et voilà, cette transition, c'est une démarche qui est très engageante pour l'agriculteur. Donc c'est comment on arrive à raisonner et vous, en faisant partie de cette équation, à accompagner l'agriculteur dans ces changements pour que voilà, cette transition qui est très engageante soit, se fasse de manière la plus sûre possible pour cet agriculteur. Donc, ça suppose que la coopérative ait les ressources et l'expertise pour pouvoir l'accompagner. Et donc, si elle ne l'a pas, qu'elle puisse s'appuyer sur des acteurs externes. Donc, à nous, au sein du programme, on recrute aujourd'hui des agronomes de manière à pouvoir apporter une expertise technique si jamais il y a un besoin des coopératives pour cet accompagnement. Il y a aussi la possibilité de faire appel à des structures externes. Aujourd'hui, voilà, j'entends que Sébastien apporte déjà ses conseils à un certain nombre de structures coopératives pour justement former les techniciens sur ces pratiques-là. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables dans le programme qu'on cherche à développer. C'est que si vos techniciens ont besoin de formations spécifiques pour avoir une meilleure connaissance ou être plus à l'aise pour promouvoir ce type de pratique, aujourd'hui, Cargill, dans le cadre de ce programme, et même de pouvoir financer une partie de ces coûts de formation pour accompagner dans la transition vers ce type de pratique. Après, évidemment, pour vous, c'est aussi du suivi, du temps à passer avec les agriculteurs. Il faut voir la démarche. Il y a un peu de suivi administratif nécessairement. Enfin, il y a des contrats dans tout ça. Donc, vous demandez de le faire gratuitement. Je ne vais pas dire que c'est illusoire, mais pour nous, ça ne paraîtrait pas normal. Donc, on va rémunérer l'agriculteur, mais il y aura aussi une part de rémunération qui, selon nous, doit être prévue pour l'acteur qui relaie ce message-là. Et donc, dans notre démarche, ça fait partie de la réflexion. Et il y a une rémunération qui est prévue pour la coopérative qui relaie ce qu'on essaie de mettre en place. Et après, encore une fois, l'outil aujourd'hui, on a dupliqué quelque chose qui a été lancé il y a 3 ans aux États-Unis. Il y a des spécificités en Europe par rapport aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, cet outil, il n'est pas figé. S'il y a des choses à faire évoluer pour que ce soit plus, que ça colle davantage aux rotations qu'on peut avoir en Europe, s'il y a des pratiques qui sont différentes, si les sols en eux-mêmes sont différents aussi entre ce qu'on peut trouver sur les plaines US et les bassins de production français. Donc, l'outil va continuer d'être révisé et amélioré de manière à prendre en compte ces spécificités-là. On va aussi chercher à ajouter différents bénéfices environnementaux pour apporter la rémunération la plus importante possible à l'agriculteur et de manière à lever encore une fois les freins qu'il peut avoir aujourd'hui. Donc, encore une fois, comme je vous le disais en introduction, le carbone est un outil qui permet de rémunérer les agriculteurs aujourd'hui. Si demain on est capable de rémunérer avec des bénéfices sur l'eau, des bénéfices sur la biodiversité, c'est aussi des choses qu'on cherche pouvoir à faire. Donc, notre programme, il travaille sur un certain nombre d'axes aujourd'hui. C'est les couverts végétaux, le travail du sol. On a déjà prévu d'intégrer la fertilisation, puisque, encore une fois, comme Sébastien l'évoquait, c'est un élément essentiel sur la partie émission des gaz à effet de serre. Et demain, comme je vous le disais, l'eau, la biodiversité, si on est capable de trouver des modèles pour quantifier ces bénéfices et que nos clients en aval nous disent oui, ça m'intéresse, je suis aussi capable de payer une prime pour ces bénéfices-là, on va justement essayer de construire cette filière
de bénéfices environnementaux en essayant de connecter ça et si possible en essayant de faire remonter le maximum de valeur depuis l'aval vers l'amont, vers les agriculteurs, donc qui sont vos adhérents. Et donc c'est un peu comme ça qu'on voit la relation dans les années à venir. Voilà, c'est pas Cargill qui impose un modèle à des agriculteurs. On n'a pas, voilà, c'est pas notre vocation. Et c'est voilà, continuer à travailler en collaboration avec vous, les producteurs, nos clients finaux, et comment on arrive à tirer le meilleur de ce qu'ils sont capables de payer pour générer la transition auprès des agriculteurs et mettre en place toutes les pratiques qu'on a pu évoquer tout à l'heure et que Sébastien a pu détailler. Très bien, merci beaucoup à tous les deux pour vos 2 interventions qui étaient très complètes et surtout très complémentaires. C'était très intéressant de pouvoir voir vraiment le concept de global d'agriculture régénératrice et ensuite d'avoir un exemple concret de comment est-ce que ça s'applique sur le terrain. Bon, j'espère que du coup, ça a donné quelques réflexions et inspirations à l'Assemblée. Donc, il nous reste encore un petit peu de temps pour les questions. Voilà, moi j'en ai quelques-unes, mais je vais d'abord vous laisser, voilà, si vous avez des questions à leur poser ou tout simplement des remarques, allez-y, la parole est à vous. Oui, vous parlez souvent de transition. Comment vous placez l'agriculteur qui a déjà fait beaucoup d'efforts sur ces techniques et qui aujourd'hui, entre guillemets, va être un peu, si je l'entends comme ça, va être un peu lésé dans l'histoire parce qu'on n'en tient pas compte dans le discours là. Ah, c'est une remarque qui est tout à fait pertinente. Aujourd'hui, par quel biais on arrive à rémunérer les agriculteurs pour les pratiques qu'ils mettent en œuvre ou qu'ils ont déjà mis en œuvre. Comme je vous l'évoquais, pour l'instant, le carbone est un des outils pour assurer cette rémunération complémentaire. Et le problème, c'est que la rémunération carbone, elle est liée à un système de génération de crédit carbone. Et la génération de crédit carbone est fondamentalement liée à un changement de pratique. Donc, quelqu'un qui est déjà très engagé, c'est malheureux, mais il ne peut pas générer de crédit. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on arrive à mettre en place une rémunération pour, entre guillemets, service rendu, ou en tout cas, maintien des pratiques qui permettent d'avoir une empreinte écologique la plus faible possible. Nous, c'est quelque chose on n'est pas fermé à ce type de choses. Il faut par contre qu'il y ait un alignement au niveau de l'aval pour ce type de démarche. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de dire quelqu'un qui est déjà en semi-direct avec des couverts végétaux élaborés, eh ben, on lui paye pour ses pratiques quelque chose en plus et celui qui transitionne, lui, on lui paye pour le changement de pratique. C'est des propositions qu'on fait, mais la demande aval aujourd'hui n'est pas forcément encore prête à payer ce type de choses. Donc là, je partage le point de vue et c'est quelque chose, je pense, qui continuera d'être travaillé sur les prochaines années. Mais exclure ces gens-là alors qu'ils ont déjà des pratiques qui sont vertueuses, c'est quelque chose qui est pas une bonne chose dans l'absolu. Alors, juste je complète. Parce qu'en fait, pour moi, l'aval joue déjà le jeu. Par contre, la question, c'est une négociation. Donc, vous allez négocier un prêt immobilier à la banque. Si vous arrivez d'une certaine manière et d'une autre, vous avez 2 résultats différents. La question, c'est dans quelle mesure vous êtes proactif et vous prenez votre destin en main en tant que coopérative. Est-ce que quand un client de l'aval arrive et vous dit je veux faire l'agriculture régénératrice, de prime abord vous dites oh là là, moi j'ai déjà mis ça en place et j'ai déjà des labels, trucs nuches et ça devrait faire l'affaire et il me gonfle ces marketeux et ces gars de Paris avec leurs demandes débiles? Ou est-ce que vous dites ça a un sens, c'était le sens de mon intervention, de vous montrer qu'il y a une connexion profonde entre notre avenir collectif, une biodiversité utile, l'économie et le social sur la ferme. Et très sincèrement, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Si j'ai 0,1 agriculteur sur 10 qui reviendrait en arrière, c'est le maximum. Et c'est souvent celui qui exécute mal. Donc, il n'a pas les résultats derrière. Et vous connaissez tous des gens qui disent je veux maigrir, puis au bout de 10 ans, ils sont toujours pareils parce qu'en fait, ils n'exécutent pas, ils ne changent pas leur mode alimentaire, ils ne changent rien, puis c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Bon. Donc, la question, c'est dans quelle mesure vous êtes capable d'être proactif et de faire venir l'aval dans un monde dans lequel vous êtes mieux disant. Et auquel cas, nous, dans les programmes qu'on a, il y a des primes
Celui qui est au niveau 2 de l'agroécologie, il a plus de primes que celui qui est au niveau 1. Par contre, nous, on segmente. C'est-à-dire que nous, quand on arrive, on travaille, on dit, voilà, le conventionnel, on prend la baseline de ce qui se passe, et on est réaliste. Hein. S'il y a déjà des choses bien qui sont faites, il faut le dire. C'est pas parce qu'on est dans un programme agriculture régénératrice qu'il faut tout changer. On arrive sur une donne, les choses sont correctes, on va le dire. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a déjà 50% du sourcing qui est dans le niveau 1. Vous savez, il y a le relatif et l'absolu. Si dans l'absolu, j'ai tout le monde à 2,5% de matière organique, ben, c'est déjà bien. Et donc, avoir cette relation où votre acheteur final sent que vous êtes proactif et que vous mettez en place les déterminants qui vont lui permettre de même de prouver en face de ses clients et de la société qu'il n'est pas en train de détruire les écosystèmes en vendant des parfums, en vendant des yaourts ou en vendant je ne sais pas quoi, c'est souvent là où on arrive à bénéficier de la niche. L'agriculture régénératrice, c'est du niche market. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer pendant des années. Donc, si vous voulez prendre la niche, quelqu'un qui est contre la bio et le bio commence à exploser, ben, il ne prend pas la niche. Puis quand il arrive 10 ans plus tard, ben, il gagne beaucoup moins d'argent avec la bio. C'est normal. Le développement vous êtes d'un coup dans l'exponentiel du développement, tout le monde en veut, tout le monde en a, donc c'est fini. Le niche market est terminé. Moi, ce que je conseille, tant aux agriculteurs qu'aux coopératives, enfin, tous ces intermédiaires qui vont vendre soit des produits bruts, soit semi-transformés, c'est d'être proactif pour prendre la niche. Et vous avez encore 5 ans, 8 ans, 10 ans selon les filières. Et malheureusement, après, ça deviendra mainstream. C'est là où il faudra que ça soit pris en relais par rapport. Si l'agriculture, c'est maintenir l'écosystème, est-ce qu'il n'y a pas une forme de rémunération permanente à partir du moment où on fait bien les choses? C'est ce vers quoi j'essaye que les groupes tendent. Est-ce que c'est au privé de faire ça? C'est le sens de la PAC. Hein. La PAC réduit toujours plus pour que en fait, le prix de ce coût environnemental soit pris en charge dans les filières et le privé. C'est quand même le sens de ce qui est en train de se passer. Jusqu'où ça ira, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des standards obligatoires demain? Il y a des choses qui se préparent, il ne faut pas croire. Sur la biodiversité, ça va arriver, l'eau, ça va arriver, même si ce n'est pas clair. Donc, voilà un peu le conseil. Comment faire pour profiter de ça? C'est être proactif et d'attirer le client dans votre écosystème et pas l'inverse. Vous n'avez pas dit une seule fois agriculture de conservation. C'est quoi la différence entre l'agriculture de conservation et l'agriculture régénératrice? Alors, pourquoi je ne suis pas resté là-dedans? C'est pour moi, effectivement, l'agriculture de conservation, c'est le mode d'expression de l'agriculture régénératrice en céréales. Mais comme nous, on travaille sur toutes les verticales, bah, il n'y a pas d'agriculture de conservation vitie, il n'y a pas d'agriculture. Donc, c'est là où il est intéressant, ce concept. C'est qu'il vient amener les principes de l'agriculture de conservation dans à peu près tous les systèmes de production. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. C'est l'agriculture de conservation en céréales. Pourquoi, en fait, les clients ont-ils intérêt à y aller et pourquoi y a-t-il autant d'argent tout d'un coup qui sort? Quel est le contexte, en fait, réglementaire? Qu'est-ce qui est imposé ou est-ce que c'est une vertu que les industriels se donnent aujourd'hui? Je pense qu'il y a une prise de conscience globale du changement climatique quand même qui fait que les mentalités évoluent. Après, voilà, ça c'est un élément de contexte extérieur, c'est pas ça l'élément déclencheur. Je pense qu'aujourd'hui, avec tous les engagements qui ont été pris par rapport à 2030, par rapport à 2050, aujourd'hui, voilà, on doit réduire de 30% à 2030 et être à la neutralité carbone à 2050. Toutes les grandes entreprises ont pris ces engagements-là. Et donc, la question, c'est comment on fait pour y aller. Donc, il faut définir une feuille de route. Et mine de rien, 2030, c'est demain. Il reste 6 cycles de culture pour y arriver. Voilà, aujourd'hui, comment on fait pour baisser de 30% les émissions, sachant que sur une entreprise comme Cargill, la matière première qu'on achète, ça représente entre 70 et 80% des émissions qu'on peut avoir. Donc l'agriculture est un des piliers essentiels pour répondre à cette problématique-là. Et voilà, Cargill, c'est un cas, mais tous nos clients mondiaux sont dans la même problématique. Donc c'est comment on arrive à ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui doivent être quantifiées d'ici 2030. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde arrive vers vous aujourd'hui en disant il me faut de l'agriculture régénératrice, oui,
Mais il faut aussi que tu me quantifies la plupart du temps le carbone associé, parce que moi, j'ai des objectifs écrits à respecter à 2030. Il faut que je sois capable de certifier que j'ai bien baissé de temps mon empreinte carbone entre telle date et telle date. C'est une de mes interprétations, en tout cas. Pour compléter là-dessus, la question des réductions des gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui est réglementé et obligatoire, et donc ils sont forcément obligés d'aller dedans. Et effectivement, dans le scope 3, c'est souvent le sourcing agricole hein, qui joue pour les entreprises agroalimentaires et même du luxe. Hein, quand je source de la betterave ou quand je source, etc., ça fait partie du poids environnemental du produit. Sur le reste, c'est qu'il il y a une obligation pour les multinationales à partir de l'année prochaine et qui va s'étendre pour moi aux ETI et au reste par la suite, de prouver que leurs activités ne créent pas de problèmes environnementaux. Et ils doivent le faire avec des méthodes entre guillemets maison, mais il faut le prouver. Donc, je dois prouver que je ne crée pas de problème pour la biodiversité, je dois prouver que je ne crée pas de problème sur le climat, je dois prouver que je ne crée pas de problème sur l'eau. Et donc, ce sont des choses qui vont s'intensifier et qui vont devenir des cadres demain obligatoires. Moi, je pense très sincèrement que dans 15 ans, un agriculteur conventionnel qui va faire du combiné semis pour aller planter des céréales et compagnie, et même des cultures de printemps, et qui ne met pas de couverts végétaux un peu optimisés, je ne sais pas qui va pouvoir vendre. Enfin, à part peut-être au BRICS, mais à la limite, en tous les cas, dans le marché Europe, Amérique du Nord, je pense que ça va se tendre. Donc, parce qu'il y a quand même une différenciation politique du monde qui est majeure. Là. Je pense que tout le monde le constate. Les exigences environnementales élevées, c'est le monde occidental, développé. Enfin voilà, Amérique du Nord, Europe. Hein. Donc c'est ce marché-là dont on parle, qui est 50% du marché mondial ou 60%. Et peut-être que les choses vont s'inverser et que demain, vendre à l'Arabie Saoudite ou à la Russie ou je ne sais pas qui pourrait être intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça se met dans ce cadre-là. Voilà. Et donc, les critères et les grilles de critères produites par les grands groupes qui sont appliqués finalement en termes de cahier des charges pour vos filières sont souvent des grilles qui sont générées pour répondre à l'ensemble de ces enjeux et pas que le carbone. Moi, je vais vous conseiller 5 items à prendre en compte et à anticiper. C'est le carbone, bien sûr. Donc, il faut vous trouver une méthode de quantification. Alors voilà, on en a parlé. Là. Il y a le satellite, il y a l'algorithme, il y a la mesure, il y a des mélanges de tout ça. Il y a la solution, donc Regen Connect, qui est proposée aujourd'hui. Il y en a d'autres. À vous de choisir laquelle vous convient le mieux. Et là, il y en a une qui vous a été proposée. Après, il y a la biodiversité, l'eau, les sols et le social. Le social dans les pays du Nord étant temps de travail revenu. Si vous couvrez ces 5 items et que vous anticipez, normalement, vous allez avoir n'importe quel acheteur qui va venir, il va commencer à venir avec sa grille et vous pourrez faire des équivalences. Parce que vous avez déjà des filières intégrées chez vous qui commencent à aborder la question. Mais si vous commencez à faire de l'épicerie, vous allez avoir 10 clients, 10 frameworks, 10 cahiers des charges. Si vous n'avez pas un modèle de traduction logique, ça ne marchera pas. Donc nous, par exemple, on accompagne les coopératives à faire ça. Parce qu'en fait, vous allez avoir les 10 frameworks. Parce que McCain ne va pas vous proposer la même chose que Danone, qui ne va pas vous proposer la même chose que Pernod Ricard, qui ne va pas vous proposer la même chose que LVMH, etc. Donc ça, vous ne le changerez pas. Il n'y a pas de standard et vous n'en aurez pas. Donc chacun va arriver avec ses exigences. Mais les items sont quasiment toujours les mêmes. Nous, on a fait la grille structurante agrégée de LVMH, en partie de Pernod Ricard. On a fait une grande partie de celle de Danone. On a fait Andros. Bref, on est en train de faire Materne. Donc, autant vous dire qu'on a fait des grilles pour beaucoup de grands groupes. Si je les prends toutes côte à côte, il y a des différences, mais globalement, les grands items se recouvrent à 80%. Ça veut dire que vous pouvez avoir 80% de conformité avec n'importe quoi qu'on vous demande si vous anticipez un peu et que vous commencez à qualifier une partie de vos agriculteurs sur ces critères-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, être proactif. C'est j'arrive, je veux ça, ah ben ça tombe bien, j'ai ma filière COP régénératif, je sais pas quoi, où c'est intégré dans AgriConfiance. Voilà, dans AgriConfiance, il y a des critères régénératifs. Donc, tous les gens qui sont AgriConfiance répondent à ça, et ils ont un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, et je peux commencer à le catégoriser en regard de l'exigence de votre grille et de votre cahier des charges. C'est ça qui permet de rasséréner, en tous les cas, le client final. Ça va justement exactement dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'est d'avoir une plateforme un peu collective, parce qu'effectivement, on ne va pas commencer, et c'est un peu l'objectif d'AgriConfiance depuis le début, c'est d'éviter de dire ben, je fais un cahier des charges pour l'un, deuxième cahier des charges pour l'autre. En fait, notre idée, c'est justement de
proposer une plateforme collective qui ensuite s'adapte avec quelques différences mineures pour les uns pour les autres. Et justement, dans ces cas-là, développer une plateforme collective, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un certain nombre de pratiques qu'on va retrouver dans cette espèce de plateforme collective, alors avec différents niveaux peut-être, hein, parce que vous avez dit, hein, on a un niveau 1, un niveau 2. C'est comme ça que ça se construit aujourd'hui, hein, une espèce de plateforme Alors, avec des pratiques associées? Oui, en gros, en gros, il faut pouvoir intégrer à l'intérieur de ce qui constitue déjà l'agri-confiance qu'il y a des critères. Vous avez des critères. Et ces critères, ils sont qualifiés. C'est pas juste, il faut travailler sur ça et puis derrière, il n'y a pas de données à aller récolter. Donc là, en fait, c'est de venir faire un screening de votre grille sur est-ce qu'il y a à l'intérieur de vos critères assez de choses qui sont connectées aux différents communs, l'eau, la biodiversité, les sols, le carbone, etc. Si il y a des trous dans la raquette, les combler avec des nouveaux critères, intégrer ça dans la dynamique, et donc derrière de venir valoriser le fait que peut-être que agri-confiance de base, ça répond à telle et telle dimension, agri-confiance régénératif, ça répond à telle et telle dimension, et il peut y avoir un régénératif niveau 1. Je sais pas, si je prends le cas de culture céréalière, c'est quelqu'un qui est en labour très occasionnel, il allonge ses rotations, il a des couverts végétaux systématiques avec une bonne couverture des sols, etc. Et après, il y a un niveau 2, par exemple, où là, la personne, elle est en semi-direct, elle a une réduction des engrais de 20%, enfin, que sais-je. Bon, c'est des exemples. Hein. Et ce qui fait qu'après, un client qui viendrait vous demander du régénératif, eh bien, lui, il va avoir sa grille. Hein, ça, vous y échapperez pas. Voilà, il aura sa grille, il aura ses critères, mais vous allez faire une sorte d'équivalence. Méga en agri-confiance niveau 2, c'est votre régénératif niveau 2. Et donc, tous ceux qui sont déjà dans ces systèmes-là, ils vont produire X tonnes de grains, je peux les rentrer en masse balance dans votre filière. Pas en ségrégé parce que c'est béné dans les silos de tout le monde, mais au moins en masse balance. Vous voyez? Et donc là, vous avez déjà qualifié votre sourcing. Le pire, c'est d'avoir des agriculteurs qui font déjà des choses bien. C'est souvent 10, 15, 20% du sourcing actuel, mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas parce que vous n'allez pas leur poser les questions avec les bons critères. Et nous, on a vu ça à l'époque où j'avais fait avec Soufflé Pasquier une filière là-dessus. Soufflé avait démarré avec des nouveaux critères et donc il s'est aperçu que quand il a commencé à lâcher le contrat dans la nature, il y a plein d'agriculteurs qui ont dit mais moi je suis déjà. Et il s'est retrouvé avec plus de volume que ce qui était demandé par le client. Mais de suite, l'année 1. Parce que finalement, on a plein de talents dans nos campagnes qu'on ne sait pas valoriser. Et après, moi, je voudrais juste rajouter un point par rapport à ça. Donc, établir ces grilles communes, c'est effectivement un élément qui est essentiel. Après, il y a la quantification des bénéfices environnementaux qui va être très importante. Enfin, de dire que la pratique, elle est mise en place, c'est très bien. Mais les consommateurs vont demander, OK, cette pratique-là, elle génère quel bénéfice? Donc, je ne sais pas combien de mètres cubes d'eau ça va me permettre de sauver, combien de tonnes de carbone ça va me permettre de séquestrer dans le sol. Pour la biodiversité, quels indicateurs on met en place aussi? Est-ce que c'est un nombre d'espèces à l'hectare? Est-ce que c'est une quantité de biomasse vivante à l'hectare? Voilà, il y a plein d'indicateurs à réfléchir sur cette partie-là. Donc ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, c'est un concept qui est existant dans les types de crédit carbone. Mais il faut surtout que le bénéfice puisse naviguer au sein de la filière. Entre guillemets, si demain, il y a un client final qui vient vous voir, donc je sais pas, un Danone, un Pernod Ricard, qui va vous proposer sa grille, et que moi, Cargill, je viens en parallèle. Au final, il faut que ce que vous mettiez en place, si on est sur une chaîne intégrée, que je sais pas, Pernod Ricard est un client de Cargill, s'il y a une pratique qui est mise en place, Cargill puisse bénéficier de ce changement de pratique et que le client final puisse bénéficier de ce changement de pratique si c'est lié au même produit. Si au final on arrive à deux à vous dire on a tous les deux besoin d'un bénéfice environnemental et avec entre guillemets qu'il faut deux quantités alors qu'il y a un seul produit final, c'est complètement inefficace et ça ne marchera pas dans le temps. Donc c'est réfléchir à comment intégrer les grilles, oui, mais surtout réussir à imbriquer les briques. Les grilles, quand on a une filière qui est déjà existante et pas se retrouver avec du coup des programmes en parallèle alors qu'on parle du même produit final en même temps.
sur quelle valeur de retombée économique à l'hectare on peut espérer pour quelqu'un qui est niveau 1, niveau 2, je pense, Sébastien, tu veux t'exprimer ou pas? Moi, je compléterai à la limite. Ouais. Combien vous payez, vous deux? Bah ouais, Comme ça, il a une vraie non, mais moi, réponse. aujourd'hui, je sais combien je paye la tonne de carbone. Donc, on paye 35 € à l'agriculteur par tonne de carbone. Après, combien un agriculteur va être à même de séquestrer ou de réduire ses émissions par hectare, ça va être toute la question. Aujourd'hui, on parle de niveaux qui sont aux alentours de 1 tonne à peu près. Une Ouais. tonne de carbone par hectare, c'est à peu près ce qu'on peut estimer. Donc, 35 € par hectare. C'est un complément, c'est pas ça qui va payer l'achat d'un semoir direct, c'est pas, enfin, mais derrière, il y a d'autres bénéfices agronomiques qui sont à prendre en considération. Donc, voilà, on n'est pas là pour forcer une transition en disant on va couvrir tous vos coûts, c'est pas non plus notre démarche. Si on y arrive et que l'aval est capable de le faire, bah, tant mieux, je veux dire, dans ce cas-là, on se posera encore moins de questions. Si demain, on nous dit on est capable de payer un équivalent de 100 € la tonne de carbone, et ben, on fait remonter la valeur et puis bah, tous les agriculteurs transitionnent, tout le monde passe en semi-direct et c'est parfait. Enfin, on se pose plus la... Aujourd'hui, on est sur une étape intermédiaire, donc on peut couvrir une partie des coûts, limiter une partie du risque, comme je l'évoquais. Couvre pas tout. Ça, en fait, c'est typiquement, il faut vraiment bien segmenter les choses dans votre esprit. Là, on a une solution intégrée qui vous permet de valider des tonnes de carbone qui sont achetées en automatique par Cargill à 35 €. Et un agriculteur est capable, entre celui qui est pas terrible et celui qui est super, de stocker ou d'éviter entre 0,8 et 1,5 tonne de carbone à l'hectare en moyenne. Et effectivement, on tourne plutôt autour d'1 tonne si on veut être sur des cinétiques, on va dire, réalistes. Hein, parce que les meilleurs qui font 1,5 tonne, c'est 20% des agriculteurs et ceux qui font plutôt 1 tonne, 1,2 tonne, c'est 80. Bon. Ça, c'est le carbone et c'est une des aménités, un des communs. Le grand compte va venir chercher le reste. C'est pour ça que je vous dis que si vous êtes proactif, c'est du niche market. Le niche market, c'est quoi? C'est de la négociation en peer-to-peer. Vous allez être en face de votre client et vous allez dire, voilà, moi je suis capable, bon, j'ai le carbone, par exemple, j'ai le truc, je suis intégré avec Cargill, je peux vous générer 35 € à l'agriculteur. Donc ça, c'est de moins, vous allez payer ça de moins acheteur là-dessus, parce que l'agriculteur va être rémunéré 35. Vous ne pouvez pas récupérer le carbone parce que c'est dans la filière de Cargill, sauf si vous achetez à Cargill, hein, parce que c'est le deal. Par contre, vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle de lean setting, c'est-à-dire récupérer le carbone évité dans ma propre filière. Ou alors, il va vous demander de faire passer une méthode pour que lui récupère sa tonne de carbone. Donc, il va faire son propre in-setting. Moi, c'est ce qui arrive dans la plupart de nos programmes. Et ensuite, vous allez avoir le reste. Donc, le reste, c'est quoi? C'est j'ai besoin d'avoir ce qu'on appelle un incentive à l'hectare qui couvre le risque de la transition, qui couvre le prix finalement de ces aménités que l'agriculteur vient entretenir, et plus le carbone, l'insetting, soit qui est retranché parce que vendu à un tiers, soit qui est dans la filière du client. Nous, ce qu'on a en termes de prix habituellement en Europe, ça va de 60 à plus de 100 hectares. Et en Angleterre, on déplace même les plafonds. Le Brexit, il a créé plusieurs choses. Mais en fait, ils cherchent au travers de ces filières-là en Angleterre à compenser le fait qu'il n'y a plus la PAC qui est en train de s'écrouler. Donc ça part de 250, dans 3 ans, ils ont 0. Donc il faut bien trouver de l'argent quelque part parce que c'est pas rien. Voilà, là, ils sont proactifs, là, pour le coup. Ouais. Donc, le truc qui est intéressant, c'est que derrière, c'est à vous de voir dans quelle mesure, souvent, il faut faire un incentive qui va durer sur tout le temps de la filière, souvent 5 ans, et puis ça peut être renouvelé. Et après, il y a l'entreprise qui va répondre à ces enjeux environnementaux en payant des aspects structurels. Par exemple, on est en train de faire un plan de transformation, il y a la coopérative, Biosphère, le client final, c'est du tripartite. Nous, on accompagne ou on forme les techniciens ou que sais-je. Derrière, d'un coup, on arrive pour passer du niveau 1 au niveau 2, il faut acheter des semences semi-directes, les agriculteurs. Le compte dit, voilà, combien c'est 20% de 3 semoirs, ça va faire, je sais pas moi, 40 000 €, ils les mettent sur le tapis, ça fait moins 20% pour l'agriculteur. Donc, ils vont payer à la fois des changements structurels, mais forcément que les changements structurels, ils vont pas les intégrer dans l'incentive, ça n'a pas de sens, c'est du one-shot pour réadapter les pratiques. Par contre, à négocier l'effort, à la fois votre effort, l'effort de l'agriculteur, etc., pour le reste de la valeur finalement qu'il y a dans votre hectare, qui n'est pas que du carbone, qui fait une partie. Voilà. Donc je ne sais pas après combien ça sera. Le carbone, s'il s'envole et qu'il a 250 € la tonne, autant vous dire que d'un coup le carbone par rapport au reste, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas où va aller le marché. Personne ne peut prédire.
Par contre, plus vous êtes profond dans votre compréhension des processus et dans votre façon de venir les mesurer et de prouver, plus vous allez pouvoir bénéficier de ce marché de niche parce que c'est ce que recherchent les clients. Et vous savez que pourquoi on vient chercher des entreprises comme Biosphère? Mais parce que c'est une tannée de bosser avec les coopératives et les négoces habituellement. C'est de moins en moins une tannée. Mais avant, il fallait un objecteur de conscience comme nous, qui se faisait taper sur la tête tous les jours par le technicien, le responsable agro et le machin, pour enfin bouger. Aujourd'hui, ça change. C'est super. Donc ça veut dire que le passage à l'échelle arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est génial. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut le voir. J'ai une question. Moi, je suis un peu perdu sur la chaîne de rémunération de l'agriculteur. Et je me demande pourquoi vous abandonnez les primes aux produits. Parce que ça me paraît quand même assez simple de donner une prime. On est habitué, nous, à des cahiers des charges avec des primes qui sont derrière. Quand vous parlez de vérifier que ça ne doublonne pas, au moins quand c'est payé par le produit, on n'est pas payé 2 fois. Donc ça me paraît un peu compliqué. Je ne vois pas très très clair sur toute cette chaîne de comment on redescend la valeur. Non, ouais, enfin, en tout cas, voilà, c'est derrière. Je vais compléter. Surtout que pour moi, la rémunération du crédit carbone, c'était par le label bas carbone. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de remettre quelque chose à côté du label bas carbone. On est en train de faire les diagnostics en ce moment. Donc, j'ai l'impression qu'on empile un peu les choses. Je peux en fait, si tu veux, commence. C'est le label bas carbone qui est à côté de tout le reste. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une perspective franco-française. On a fabriqué un outil franco-français qui, dans une perspective long terme, va avoir de la difficulté à se disséminer partout. Alors, si vous êtes une COP qui est 100% française, ça peut être valable pour vous et sans doute que ça peut être valable pour vos clients de segmenter le volet carbone comme ça. Cargill travaille à l'international. Nous, on est tout petit, minuscule comparé à un Cargill, on ne fait pas la même chose, mais on travaille dans 20 pays. Et donc, on s'aperçoit bien que c'est plutôt le label bas carbone qui a encore une exception française, qui a ses forces et ses faiblesses. Ce n'est pas que à jeter à la poubelle, hein, mais ça restera une exception française. Et éventuellement, si ça inspire quelque chose de européen, ça ne sera pas le label bas carbone qu'on connaît aujourd'hui, parce que les Allemands vont dire oui, mais moi je veux plus de mesures, je veux des analyses de sol, il n'y en a pas dans le label bas carbone, ça ne me convient pas, parce que j'en sais rien, les Pays-Bas vont dire je ne sais pas quoi, et donc à la fin, on va faire un compromis, et ça ne sera pas le label bas carbone. Donc juste sur ça. Par contre, sur la redescente de la valeur, je te laisse t'exprimer. Après, encore une fois, sur la partie label bas carbone et le passage à l'international, je ne pourrais pas dire différemment, c'est exactement ça. Pour la partie filière, encore une fois, la problématique, c'est on va rémunérer l'agriculteur que sur certaines filières données et dans ce cas-là, sur des tonnes qui seront limitées. Alors que si on déconnecte les deux, on peut toucher l'ensemble des cultures pour des pratiques à l'hectare, quel que soit ce qu'on va faire pousser sur la surface. Donc, au final, il faut plus le raisonner comme une prime à l'hectare que comme une prime à la culture. C'est comme ça qu'on essaie de l'approcher. Et pour nous, par rapport à ce type de démarche, ça fait plus de sens et ça permet d'avoir une approche qui est cohérente pays par pays, parce que sinon on peut se retrouver avec peut-être une demande ponctuelle dans un pays pour du blé bas carbone, on va avoir une prime alors qu'il sera peut-être plus élevée, mais du coup dans le pays voisin on aura une prime qui sera plus basse, et quand on va voir le client international on va dire alors du coup il faut que je te fasse une moyenne pondérée de ce que ça vaut en France, de ce que ça vaut en Allemagne, de ce que ça vaut en Belgique, et on rentre dans des comptes d'apothicaire, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc tandis que si on paye à la tonne de carbone ou au bénéfice environnemental de manière générale, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que le carbone, on a une approche on met en place des pratiques, on quantifie des bénéfices environnementaux, c'est ça qu'on cherche et c'est ça qu'on rémunère. Donc, du coup, vous le déconnectez du produit. Et du coup, on le déconnecte. Peu importe que l'agriculteur, en fait, vous vende ses produits. Nous, on cherche. Vous faites un mode d'équivalence. Oui, c'est du mass balance. Alors après, par contre, c'est comment on raisonne le mass balance de manière à ce qu'il reste pertinent. Aujourd'hui, nous, notre idée, c'est pas de dire je mets en place des pratiques en France et demain, en tant que Cargill, je vais vendre un bénéfice environnemental à un client canadien. Ça, pour nous, c'est pas cohérent et on cherche pas du tout à rentrer dans cette. On veut absolument éviter ça. C'est garder une approche géographique cohérente. On met en place des pratiques à un endroit, ça affecte les productions de cet endroit, les produits transformés à base des matières premières de cet endroit, et donc on a une chaîne qui reste cohérente. Alors oui, c'est pas de la ségrégation physique. De toute manière, on ne pourra jamais avoir 100% de ségrégation physique, quoi qu'il arrive.
Donc oui, c'est peut-être un concept de mass balance un peu plus large que ce qu'on a l'habitude de voir. Mais en soi, ça reste pertinent. Et encore une fois, la volonté, c'est de faire changer les pratiques des agriculteurs à l'échelle d'un pays, si possible. Et donc, c'est ce qui nous semble être le plus pertinent. En tout cas, une approche pertinente. C'est pas la seule, mais ça... J'ai une autre remarque par rapport à ça parce que ça m'a beaucoup taraudé, cette affaire. Et en fait, je me suis aperçu que l'hectare était peut-être la meilleure unité parce que sinon, c'est la course à la productivité. C'est-à-dire que celui qui fait un mauvais rendement, il n'a pas le même bénéfice que celui qui fait un bon rendement. Alors, on peut toujours chercher les meilleurs rendements, mais si je suis indexé à la tonne, tout le monde va chercher à faire plus, alors qu'en fait, très sincèrement, vous faites 20 quintaux de blé ou vous faites 80. Alors, l'un est meilleur pour la société que l'autre parce que vous remplissez les silos, mais le ver de terre, il n'en a rien à faire en fait, qu'on fasse 20 quintaux de blé ou pas. Et donc, si on vient rémunérer une restauration des services de l'écosystème par l'agriculture, ben finalement, la rémunération à la surface n'est pas si inintéressante et permet de rémunérer la même chose, celui qui fait, je sais pas, 75 quintaux à la place de 80 et celui qui fait 85 est rémunéré pareil. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de dilution de la valeur dans la tonne. Ce qui n'est pas inintéressant. J'ai mis du temps, moi, à me convaincre. Parce que j'étais plutôt de votre avis. Je voulais indexer ça à la tonne. Je trouvais ça logique. Et puis, en fait, c'est vrai que ça décorrèle. En fait, il y a trop de corrélation entre le niveau de productivité et la valeur. Voilà. Donc, c'est des contrats à l'hectare payés, quoi qu'il arrive, à l'agriculteur, un peu comme la PAC, finalement, qui sont faits aujourd'hui dans les contrats signés entre acheteurs et fournisseurs. On va peut-être s'arrêter, mais tout dépend de la rémunération de l'hectare. Ça peut être aussi intéressant. Du coup, je vais peut-être clôturer. Alors, ça ne veut pas clore les discussions parce qu'il y a un petit buffet en dessous. Et donc, on pourra continuer à échanger en direct. Mais alors déjà, parce qu'effectivement, on va remercier les gens à distance qui nous ont suivis depuis le début. Et puis, vous remercier pour votre présence et vos interventions et vos éclairages. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, AgriConfiance, et depuis le début, en tout cas, moi, je suis fervent partisan de ça, était sur le progrès et l'avance, la qualité en 95, l'environnement en 2000, à des époques, c'était vraiment en avance. Peut-être que l'agriculture régénératrice sera l'avance des 10 prochaines années avant que tout le monde se le développe. Ça, on en discutera en conseil d'administration. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je laisserai peut-être la parole à Christophe, mais en tout cas, rendez-vous juste en dessous pour le poursuivre autour d'un buffet. Je remercie Merci beaucoup. les personnes qui étaient en visio. C'est vrai qu'on était monté à 14. Bon, là, je vois qu'avec le temps, ça se déconnecte. Merci quand même à vous. C'était vraiment, on était content de vous avoir. Merci Sébastien, merci Vincent. On sent des passionnés sur le sujet. Mais j'ai plein de questions techniques, mais j'ai dit on va plutôt aller boire un coup en bas pour en parler sur les haies notamment, pour avoir planté des haies chez moi. Et puis, merci à tous qui étaient présents aujourd'hui. Donc, je propose d'aller déjeuner. C'est un cocktail déjeunatoire. Comme ça, pour ceux qui sont pressés, vous pouvez manger un petit morceau puis partir discrètement. Et bonne fin de journée.